La Tronche en live, l'émission de l'esprit critique en direct sur Radio Campus Lorraine, avec Vlad Tapas et Assermandax. Bonsoir tout le monde, nous sommes dans La Tronche en live et je laisse la parole à Vlad Tapas. J'ai plus de voix, hein. Absolument, nous sommes sur La Tronche en live qui se fait sur Internet. Et du bout d'un clic de souris ou d'un effleurement d'écran tactile, au bureau, à la maison ou dans la rue, vous avez accès à cet Internet. À travers des écrans qui vous suivent partout, vous pouvez consulter quasiment tout ce que l'humanité actuelle sait de son présent, de son passé, de la nature, de l'univers et de la connaissance elle-même. Si nos ancêtres apprenaient que nous utilisons ces formidables moyens de communication pour partager des images de chatons, des chaînes de mails ou des photos de nos parties génitales, leur incompréhension serait bien grande. Ils auraient quelques motifs à regimber devant notre facilité à juger primitive et frustre les générations qui nous ont précédés. Mais qu'il s'agisse de chercher un restaurant, un magasin, un artisan, de régler des démarches administratives, de vous documenter sur l'actualité, sur votre région, de rester en contact avec vos proches, même distants, de vous exprimer sur vos passions, vos créations, vos opinions, d'échanger, de débattre, de préparer un voyage ou d'en partager les photos, désormais, tout cela se passe en ligne. Une partie toujours plus importante de notre vie est numérique. Elle circule dans le cloud. Et si vous êtes, comme nous, relativement ignorant de la manière dont fonctionnent les logiciels, les sites, les serveurs, vous avez probablement du mal à savoir où ces informations transitent, qui peut y avoir accès et à quelle fin on pourrait vouloir les archiver gratuitement pour vous. Quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit, dit-on souvent. Il y aurait beaucoup à dire sur l'histoire d'Internet et pourquoi il est devenu le lieu de l'exercice de beaucoup de nos libertés individuelles. Nous nous cantonnerons à la question de la valeur que nous attachons à ces libertés. Aucun individu n'est le client de Facebook ou de Google. Ils ne vous vendent rien. Le fonctionnement de ces géants du numérique est similaire à celui des chaînes de télévision. Vous êtes leur cheptel. Ils vendent à des annonceurs du temps de cerveau disponible. Ils récoltent vos données personnelles afin de faciliter le ciblage des messages publicitaires. Vous devenez plus facile à manipuler. Les mêmes outils peuvent être utilisés dans le monde de la politique afin de vous rendre plus sensible à tel ou tel candidat. Doit-on l'accepter ? Pour le moment, les opérateurs ont l'obligation de traiter tous les paquets de données de la même manière, mais certains voudraient un Internet à deux vitesses, où l'argent déciderait de l'accessibilité des pages. Les riches pourraient refaçonner votre paysage numérique dans un sens qui favorise leur enrichissement. Ce qui les en empêche, c'est le principe de la neutralité du net. Mais pour combien de temps ? Pour bien comprendre la fragilité des libertés dont nous jouissons dans le prolongement numérique de nos existences, nous recevons un membre de l'équipe de Framasoft. Avec lui, nous allons essayer de comprendre ce qu'est un logiciel libre, ce que le modèle libriste apporte à la fois en termes de liberté et de sécurité, si souvent antinomiques, et quels sont les choix que chacun d'entre nous peut faire pour aller dans le bon sens. Bonsoir, Pouillou de Framasoft. Bonsoir. Bienvenue dans La Tronche en live où on va parler de la liberté, mais sous l'angle de nos vies numériques. Donc, il y a des gens peut-être qui te connaissent déjà, donc je vais t'introduire rapidement pour dire que tu es Introduis-moi. Voilà. Tu es un vidéaste qui s'est fait connaître parce que tu parlais justement des choses qu'on a introduites, donc de tout ce qui est sexualité et de tout ce qui touche à ces choses-là. Limiter la sexualité à l'introduction, tu vas te faire taper. Non, mais justement, il y a plein d'aspects très différents, donc peut-être te connaissent-ils pour ça. Tu as arrêté ce travail-là pour l'instant. Oui. Mais tu as aussi, donc, allez tous voir la chaîne qui s'appelle Pouillou. Enfin, l'émission c'était Mon cul c'est du Pouillou et voilà. La chaîne, tu cherches Pouillou sur YouTube. Voilà. YouTube Pouillou et vous tomberez sur notre invité. Et à côté de ça, tu as donc une vie professionnelle alternative. Et donc tu es chez Framasoft. Alors, est-ce que tu peux expliquer aux gens qu'est-ce que c'est que Framasoft ? Est-ce que c'est une multinationale, Framasoft, comme Microsoft, je suppose ? Oui, évidemment, bien sûr. Framasoft, c'est une multinationale, mais que vous ne connaissez pas. C'est une multinationale des Illuminati. Voilà. Non, pas du tout, évidemment. Framasoft est une... Ça commence bien, j'adore. Après les francs-maçons, ok. Framasoft, faut que quelqu'un nous fasse le logo, c'est génial. Donc, Framasoft est une association de loi 1901. Qui a été créé un peu plus tard, c'est-à-dire que Framasoft, à l'origine, en 2001, c'est un prof de français et un prof de maths, Frama, qui s'échangent des logiciels d'abord gratuits, puis ils découvrent ce que c'est que le logiciel libre pour leur salle d'informatique. Et donc, ensuite, ils découvrent ce que c'est que le libre, ils trouvent ça intéressant et leurs collègues ont besoin de ces listes de logiciels. Et donc, ils créent donc un site annuaire des logiciels libres. Quel logiciel j'utilise pour retoucher des photos, quel autre pour faire du mail, quel autre pour partager des informations de manière collaborative, un wiki, etc.
annuaire qui est né en 2001-2002 et l'association est née un peu plus tard en 2004 pour gérer une multitude de projets. D'accord. Donc c'est une petite asso. Il y a combien de gens dedans? Oui. Framasoft, c'est une asso donc où nous sommes 5 permanentes et permanents, les salariés. Donc j'en fais partie, sachant qu'on est à 4,4 équivalents plein temps. Moi, je suis 0,7 salariés, si tu veux. Et une trentaine de membres, ainsi que 200 à peu près contributeurs et contributrices. De temps en temps, il y a des personnes qui vont venir juste une fois dans l'année pour une traduction. Voilà, et on les compte dans ces 200 personnes. Et on est soutenu par 2000 donateurs et donatrices qui font 90% de notre budget. Donc c'est quand même une petite association. Et le but on propose tout un... Le but dans tout ça, c'est d'apporter, on va dire, plus de libre dans la vie de monsieur et madame tout le monde. Plus de liberté, plus de libre. Alors justement, le libre, lorsqu'on est dans ce monde de l'Internet et des choses un peu alternatives au-delà de ce qui est connu et accessible à tout le monde, c'est quoi le libre? C'est quoi un logiciel libre? C'est quoi un logiciel libre? Alors, je sais pas vraiment en fait, parce qu'un logiciel libre, est-ce que ça existe vraiment? Je veux dire, un logiciel, ça n'a pas des petits pieds auxquels on peut mettre un boulet d'esclave, tu vois. En fait, c'est surtout une métonymie. Un logiciel est dit libre lorsqu'il est sous une licence libre. On en parlera plus tard des licences. Et en fait, grâce à cela respecte tes libertés à toi, d'utilisateur ou d'utilisatrice. Ces libertés, elles ont été définies par Richard Stallman, un peu le papa, on va dire, du logiciel libre, il y a quelques années maintenant, il y a quelques décennies même. Et elles sont au nombre de 4. Un logiciel libre, quand il te laisse l'utiliser comme tu le souhaites, quand il te laisse l'étudier, c'est-à-dire étudier son code source, sa recette de cuisine qui permet de faire le logiciel, quand il te laisse le modifier et le diffuser. Ce sont les 4 libertés fondamentales du logiciel libre. Et si tu as ces libertés-là, eh bien le logiciel est dit libre. Par opposition, les autres logiciels vont être appelés logiciels propriétaires quand on est poli ou privateurs quand on est un peu militant comme moi, parce qu'ils nous privent de nos libertés. Logiciel privatif, c'est ça que tu dis? Parce qu'en fait, on a une connexion Skype qui est un tout petit peu limitée, et je me suis laissé dire que sur la fréquence même de la radio, c'est pas top. Donc pardonnez-nous, mais le replay sera de bonne qualité parce qu'on enregistre sur place. Du coup, le replay, vous aurez un son qui sera correct. Mais restez en ligne parce que j'espère que ça va s'arranger au cours de la soirée. Donc maintenant qu'on sait que le libre, en fait, dans ce que tu as dit, ce que tu as expliqué, c'est que lorsqu'on utilise un logiciel libre, ce qui est libre... Alors je ne t'entends pas par contre. Ah, tu m'entends plus? C'est revenu? Tu m'entends plus? Ah bah, donc on a un problème de connexion de Skype. Bah, voilà, on a perdu un invité. Mais bon, c'est ce qui arrive. Que tout le monde écrive à la fac pour leur demander de nous donner des serveurs dignes de ce nom, s'il vous plaît, parce que nous, quand on leur écrit, ils nous répondent pas. Voilà, il est revenu. Je sens qu'il est revenu. Alors, vous pouvez leur envoyer des cacas dans des boîtes. Il est parmi nous. Bonsoir. Tu m'entends? Non, tu m'entends pas? Bon, bah écoutez, c'est vachement c'est bien. Alors moi, peut-être que je vais lui donner le numéro de téléphone que tu vas me noter sur un papier. Pouillou, est-ce que tu nous entends? Si tu nous entends, tape 3 fois. Oui, nous entend... L'esprit de Pouillou est revenu dans l'émission. Alors, on n'aura pas l'image en replay. Eh ben, c'est pas grave, puisque l'essentiel est dans la voix, et tu seras avec nous par la voix. Donc, j'avais résumé pendant ton absence le fait que dans un logiciel libre, ce qui est libre, c'est l'utilisateur. Oui. Donc, c'est le respect des libertés de celui qui utilise. Mais du coup, on pourrait te dire, mais la personne qui l'a fait ce logiciel. La personne qui l'a fait, ce logiciel, attention, c'est un choix de faire un logiciel libre ou un logiciel privateur. Oui. Là où il faut se replacer, c'est qu'on est quand même au début du logiciel et de l'informatique et des internets, quand tout ceci est né, où à l'époque, dès qu'on créait du code, on se le partageait, on se l'échangeait, les autres l'amélioraient, te le redonnaient, etc. C'était quelque chose d'extrêmement fluide. Personne n'avait pensé à mettre des barrières de copyright, de droit d'auteur, de choses comme ça, privatives. Et Richard Stallman, à un moment donné, il est étudiant au MIT, ou doctorant, je ne sais plus, bon bref, il est au MIT, il a son imprimante qui bourre au niveau du papier. Il voit bien que c'est une question de programmation de l'imprimante, de comment est-ce qu'il faut que les tambours tournent pour charger le papier. Et il appelle l'entreprise de l'imprimante, il dit « Donnez-moi le code de source du logiciel et je vais l'améliorer pour que les bourrages s'arrêtent. » Et on lui dit « Bah non.
Non, le code, on se le garde, il est à nous, il est privé, il est propriétaire, et donc non, on se le garde. Vous ne pouvez pas l'améliorer, vous ne pouvez pas y toucher. Et lui ne comprend pas ça, il voit le danger que c'est là derrière. Et donc décide du coup de créer cette mouvance du logiciel libre. Je veux dire, sans le logiciel libre, il n'y aurait vraiment pas d'Internet. Le brevet a été mis dans le domaine public pour qu'Internet existe, par exemple. Mais du coup, ça date de quand, cette prise de conscience? Richard Stallman et l'histoire de l'imprimante de Richard Stallman, c'est il y a une trentaine d'années, je sais plus, on est fin des années 80, je crois. Fin 80. Donc c'est tout frais, en fait. Enfin, tout frais. C'est tout frais. Voilà. Bon, par rapport à Internet, c'est l'Antiquité, mais c'est quand même... Oui. C'est pas quelque chose qui date des années 60 où on a commencé à... 50 où on a commencé à avoir des logiciels. Il a quand même fallu attendre un certain temps avant que cette idée-là apparaisse. Mais du coup, tu as parlé des 4 libertés fondamentales. Est-ce que donc c'est Stallman qui est parti de ce principe-là, qui en a parlé. Loki vient de se blesser en se cognant dans le radiateur, mesdames et messieurs. Une très belle cascade. Bravo Loki. tu as survécu? C'était la scène d'action du live. Et voilà. Bon vous la verrez dans le replay. Donc ces 4 libertés fondamentales. Est-ce que tu peux nous les rappeler? Oui. Et dire pourquoi c'est important en fait, parce que ça pourrait être accessoire de dire oui, il faut être libre de faire ce qu'on veut, mais en fait ça a des conséquences, ces libertés. C'est ça. S'il n'y a pas ces libertés-là, à un moment donné, du coup, on peut diriger le logiciel à ta place. L'idée de ces libertés-là, c'est que l'humain reste et l'utilisateur, l'utilisatrice reste maître du logiciel, et que ce ne soit pas le logiciel qui devienne un petit peu qui va modifier ton comportement ou qui va empiéter sur ton comportement. Genre comme Windows qui m'oblige à installer Windows 10. Par exemple ? Exactement. Exactement. Voilà, c'est pas une liberté d'utilisation, par exemple. La première des libertés, c'est la liberté d'utilisation. J'ai un autre exemple, c'est quand tu télécharges une application sur ton iPhone, tu ne peux pas prendre le fichier et l'installer sur ton iPad, par exemple, alors que c'est compatible logiquement. Mais pourquoi les gens auraient-ils un iPod et un iPad ? Un iPhone et un iPad. T'inquiète pas, ça arrive. Ce sont des choses qui arrivent. Ah bon. Mais voilà. Mais si tu n'es pas libre de le faire, voilà. Autre exemple pour la liberté d'utilisation. Lorsque tu achètes un livre numérique, un e-book, qui est protégé par les menottes numériques, les DRM, Digital Rights Management de Adobe. C'est eux qui protègent la plupart des e-books dans le monde. C'est leur système de DRM qui le protège. Signe les conditions générales d'utilisation de Adobe, et dans ces conditions générales d'utilisation, tu signes ce contrat en disant que tu ne liras pas le livre à voix haute chez toi. Ouh là là, attends, tu l'as refait celle-là? C'est écrit dans le contrat. Adobe, quand tu signes le droit d'accéder à ton livre, parce qu'ils ont mis un verrou numérique, quand tu signes le droit d'accéder à ton livre, eh bien, tu signes dans le contrat que tu ne liras pas le livre à voix haute chez toi. Alors, je la refais sans accent, à voix haute. Les gens qui auraient des grilles. Je viens du Sud, t'es cher, allez. Non, mais je respecte, même quand ça sature à mort dans mes oreilles, je respecte. Mais non, mais c'est pas ta faute, c'est la technique qui l'était. Mais enfin, je suis sur le cul. J'ignorais cette info, en fait, tu me l'apprends. Et les gens ont osé écrire ça sans faillir, sans baver. Les juristes qui sont derrière ça, leur idée toute simple, c'est que tu ne lises pas le texte à voix haute chez toi et l'enregistres et en face un audiobook que tu partagerais, etc. Ah oui, mais bon, ça c'est autre chose. Quand même. Sauf que ça, c'est déjà protégé par le copyright plein. Il y a un droit de diffusion, il y a un droit de représentation. Or, une lecture est une représentation. Un droit d'adaptation de livre à audiobook. Donc bon, bref, il y a déjà tout un tas d'arsenal juridique. Pour ça, le code source, pour te comparer, c'est un petit peu la recette de cuisine du logiciel, où c'est les partitions, par exemple pour une composition. Tu vois, c'est ce qui va te permettre de comprendre le logiciel. Étudier le code source, c'est un des meilleurs moyens d'assurer la sécurité de chacun et de chacune, puisque le code source devient auditable. Personnellement, moi, tu publies le code source de ton logiciel, je ne vais pas pouvoir le lire. Je ne broque pas une ligne de code, je ne suis pas développeur, j'y comprends que dalle. On est au moins deux ce soir. Mais j'ai des amis. Ouais, mais on a des amis. Il y a des personnes qui savent lire le code, et puis ça s'apprend, il y a des cours en ligne, c'est très facile, ça s'apprend, et il y a des gens qui peuvent le lire. Plein de personnes peuvent le lire, ces personnes-là peuvent à un moment donné repérer s'il y a des failles. Par exemple, s'il y a des portes dérobées, les fameuses backdoors dans Windows, qui peuvent leur servir à espionner les utilisateurs. Alors, on ignorait s'il y en avait, puisque seuls les gens de Microsoft pouvaient accéder au code source de Windows, mais grâce aux révélations de Edward Snowden, on a appris qu'il y en avait, par exemple, et qu'elles étaient utilisées, ces backdoors. Voilà.
Donc, mais tant que ça n'est pas publié, ce code source, on n'a pas la liberté d'étudier et donc il n'est pas auditable. Il n'y a pas d'audit qu'on peut faire sur le logiciel. On est obligé de faire confiance aux personnes qui ont privatisé le code source. Alors, je me fais l'avocat du diable sur cette liberté-là. Je vais te répondre, mais du coup, ils font exprès. Ils ne veulent pas que les pirates puissent voir un peu les failles, donc ils gardent ça secret de manière à nous protéger mieux. Et être sûr d'assurer le service pour lequel on a acheté le logiciel. Est-ce que c'est pas comme ça qu'ils peuvent défendre ce point de vue? Sauf que non, tout le monde sait très bien que plus vite, parce que s'il y a des failles, elles peuvent quand même être découvertes et exploitées par d'autres moyens, notamment ce qu'on appelle le reverse engineering, c'est-à-dire aller farfouiller pour découvrir comment ça marche sans connaître le code source, si tu veux. Donc s'il y a des failles, elles vont être découvertes. Et spoiler alert, il y a toujours des failles dans un logiciel. Un logiciel est un travail en flux permanent parce qu'il y a toujours des bugs, des évolutions à apporter, etc. Il y a toujours des failles. C'est pour ça qu'on a plein de packs Windows. C'est parce qu'ils travaillent beaucoup pour améliorer le produit, ou est-ce que c'est parce qu'ils nous le vendent pas fini? Oui, eux, leur but, vu qu'à l'origine, leur modèle économique, il a beaucoup changé depuis, leur modèle économique, c'était de te vendre un logiciel. Or, il a commencé à être possible de le pirater. Et donc, du coup, ils ont eu une réaction toute simple, c'est qu'ils te vendent un logiciel pas très très fini, mais avec des mises à jour régulières, plus les fameux service packs. Je ne sais pas si tu te rappelles, service pack 1, service pack 2, etc. C'est depuis Windows XP, ça date. Et si tu veux avoir accès à ces mises à jour, il faut avoir acheté le logiciel. Donc, mieux vaut te vendre un logiciel pas fini, et puis que tu achètes l'accès aux mises à jour en fait plus que le logiciel, ce qui va permettre de finir le logiciel. Ça fait un sens économiquement parlant. Et on ne peut pas savoir si ce que je dis est vrai ou faux. Clairement, il n'y a pas eu de preuve donnée de ça. C'est évident que c'est un modèle commercial très utilisé dans le logiciel. Néanmoins, on ne peut pas l'affirmer avec certitude parce que de toute façon, nous n'avons pas accès au code source. On ne peut pas l'étudier. D'accord, donc en fait, ta position, elle est totalement réfutable pour peu qu'ils acceptent de respecter cette liberté-là. Exactement. Mais ils veulent pas. Totalement, mais il faudrait qu'ils le fassent. Et évidemment, ils ne le font pas, si tu veux. Donc voilà, la troisième liberté, c'est la liberté de modifier un logiciel ou une œuvre, n'importe quelle création de l'esprit. La liberté de modifier, en fait, c'est tout simplement, une fois que j'ai ton code source qui est étudiable, je peux apporter une brique. Je peux corriger une faille, apporter une correction, je peux le traduire, je peux faire tout un tas de choses comme ça. Les modifications, ça peut être donc des adaptations, ça peut être, je peux utiliser ton logiciel de caisse pour librairie à un logiciel de gestion de membres pour une association. Mais peut-être qu'il y a juste 3 modifications à faire et que ça fait parfaitement sens. Oui, mais là, je me fais aussi l'avocat du diable, forcément. Mais du coup, il y a peut-être des gens qui se disent, moi, je veux que mon logiciel il soit utilisé pour tel objectif, parce que mes valeurs sont là, et j'ai pas du tout envie que mon travail soit utilisé pour faire autre chose dans un contexte qui ne me convient pas. Oui. Comment on fait pour est-ce que ce point de vue-là, d'abord, est-ce que tu penses qu'il est respectable? Et s'il est respectable, comment est-ce qu'on le respecte? Alors, si les gens veulent qu'il soit respecté, si les créateurs de l'esprit veulent qu'il soit respecté, n'utilisez pas de logiciel libre. C'est aussi simple que, de licence libre pour votre création. D'accord. Voilà, c'est aussi simple que ça. Est-ce qu'il est respectable? Là, ça va être un jugement subjectif, forcément. Pour moi, il n'est pas respectable dans le sens où, vu qu'un logiciel est un travail constant, à un moment donné, le travail va être abandonné. Il ne faut pas se leurrer, que même si on souhaite travailler toute sa vie sur son logiciel, à un moment donné, la vie se termine. Donc sur une échelle de temps assez longue, le travail va être abandonné. Donc si d'autres ne peuvent pas le reprendre, le modifier, le forquer, voilà. Et en plus, ça enlève toute chance à ce qu'on appelle la sérendipité. Ah oui. C'est-à-dire le fait que quand on travaille sur une création de l'esprit, on ne peut pas imaginer tout ce que cela va produire comme effet et comme utilisation. Or, le fait d'ouvrir cette possibilité de modification, ça ouvre la possibilité à de nombreuses modifications, à de nombreuses autres éventualités. J'ouvre une parenthèse pour expliquer ce que c'est que la sérendipité. Oui. Les gens verront on en parle dans notre conférence qu'on a fait à Nice, qui sera en ligne bientôt. C'est la capacité qu'on a à découvrir des choses alors qu'on cherchait autre chose. C'est de la sagacité accidentelle. L'exemple type, c'est
c'est pas Pasteur, je oublie son nom. Fleming, qui découvre j'ai encore oublié le nom. Cette molécule. Pénicilline. Tu prépares un gâteau, t'oublies de mettre de la farine, ça fait un fondant. Oh bah dis donc, t'as découvert la recette du fondant par sérendipité. Voilà, la sérendipité, c'est un accident ou quelque chose d'inattendu et vous avez la présence d'esprit d'en apprendre quelque chose et d'agir en conséquence. Voilà, donc il faut avoir un peu de chance ou être dans une circonstance qui permette de voir et avoir la sagacité. Donc il faut deux choses. Et donc, ce que tu dis, c'est que pour avoir les occasions d'exercer cette sérendipité, il faut être en présence des éléments qui permettent de le faire. Exactement. Et d'autre part aussi, toujours dans un jugement subjectif, si tu enlèves cette possibilité de modification de la création en question, tu le fais aux dépens de la liberté de l'utilisateur ou l'utilisatrice en face. C'est-à-dire que typiquement, moi, si je veux que mon navigateur m'affiche les textes des blogs que je lis, de toutes les polices qu'il affiche en très gros, je peux, parce que mon navigateur est libre, c'est Firefox, et donc je peux le faire. Ce qui, par exemple, pour une personne qui a une déficience visuelle, peut être intéressant, ou qui a envie de pouvoir lire de loin, d'accord ? Si je n'ai pas accès au code source du navigateur, ça n'est pas possible. Et si tu décides, non, je veux que le navigateur n'agisse que comme ça n'est pas possible, tu le fais, tu fermes ces possibilités aux dépens de mes libertés à moi en tant qu'utilisateur. C'est un peu comme Abercrombie qui décide que les grosses ne mettront pas ses costumes. Exactement. Non, mais c'est dégueulasse. Ça me rend malade. Et donc, on a fait le tour des libertés, mais il en reste une. Non, il en manque une et d'importance, c'est la liberté de diffuser l'œuvre de l'esprit. Donc, que ce soit l'œuvre de l'esprit originelle ou l'œuvre de l'esprit modifiée ou sa modification liée à l'œuvre de l'esprit. Tu vois, cette liberté de diffuser, donc, du coup, qui pose beaucoup de problèmes dans le modèle capitaliste de vente à l'accès, elle est essentielle parce que justement, c'est en diffusant le logiciel que on permet de créer de nouvelles utilisations, de créer de nouveaux utilisateurs, et surtout la pensée qu'il y avait derrière, elle est très importante et c'est quelque chose qu'on n'a pas conscience nous en tant que moldus de l'informatique, et vraiment je me place dedans, c'est que plus un logiciel est utilisé, plus il prend de la valeur. Et c'est quelque chose d'essentiel. Plus il y a d'utilisateurs et d'utilisatrices, plus il prend de la valeur. Mais ça, c'est un truc que Microsoft a parfaitement compris, par exemple. Oui, parce bien que sûr. typiquement, moi, qui suis un ubi total, j'ai eu que des PC, j'ai eu que des choses qui marchaient sous Microsoft. Donc là, je sens que la salle me hue déjà là. Bon, certes. Non, mais pas de jugement. Non, mais au-delà de toi, qui est un être adorable, il y a beaucoup de gens qui vont dire ah là là, c'est scandaleux. Je viens d'apprendre des insultes que je connaissais même pas dans le chat. Mandak, c'est un gros nul. Voilà, mais bon, toujours dit que moi, je suis un ubi parce que Microsoft a fait le choix d'être hégémonique et présent partout. Et le fait d'être présent partout fait que les gens comme moi vont pas se fatiguer à aller apprendre autre chose. Donc, on va forcément acheter tout ce qui est compatible avec ce mode de fonctionnement. Donc, forcément, la valeur intrinsèque du produit augmente parce que les gens sont captifs. Exactement. Et un truc assez intéressant aussi sur le modèle de Microsoft, c'est qu'ils veulent absolument te garder captif. Ils profitent beaucoup de cette hégémonie. Donc du coup, par exemple, ils vont essayer de te captiver très tôt. L'accord récent entre Microsoft et l'éducation nationale le prouve, où ils ont offert 13 millions d'euros à l'éducation nationale française. Mais quel cadeau, mais quelle générosité. Je ne savais pas que vous étiez des philanthropes, dis donc. Et c'est pas pour rien, c'est pour que soit utilisée dans nos lycées la suite Office 365, donc c'est la suite Microsoft Office avec Word, Excel, etc. en ligne. Donc nos collégiennes et nos collégiens devront se créer des comptes Microsoft et bien évidemment Microsoft utilisera leurs données, leurs utilisations, leur navigation, etc. Donc voilà, c'est un premier exemple. Vous inquiétez pas, Microsoft arrive aussi dans les écoles. Là, leur porte d'entrée, ce sera Minecraft for Education. C'est pas pour rien qu'ils l'ont racheté 16 milliards, Minecraft. Mais pardon, mais l'éducation nationale a signé ça. Oui, bien sûr. Et est-ce qu'on sait pourquoi? Parce que l'éducation nationale n'a pas de politique claire sur le logiciel, donc il y a un professionnel qui arrive, qui a pignon sur rue, on va être en confiance. D'accord. Donc oui, en fait, Madame Najat Vallaud-Belkacem a signé ça au nom de l'Éducation nationale, oui. Donc j'ai envie de dire que on va pas. C'est pas la peine de penser qu'ils sont corrompus. On peut juste constater que peut-être ils sont nuls. Peut-être qu'ils savent pas les conséquences de ce qu'ils sont en train de faire. Il ne faut pas attribuer la malveillance, c'est que l'incompétence suffit à expliquer. Le réseau de Enlon, c'est un outil de zététicien, voilà, sachez-le. Tout à fait.
Voilà. Mais bon, le fait est que et on a eu des échanges puisqu'il y a eu tout un tas d'associations, notamment menées par l'April, mais il y en a eu tout un tas et nous en faisions partie, Framasoft. On a fait une déclaration publique en disant que c'était grave et dangereux. Pour nous, cet exemple-là, c'est un petit peu comme si on disait maintenant, on a signé un partenariat avec McDo pour les cantines des collèges. Ah oui. Mais je te jure que là, tu aurais des tonnes de parents qui se lèveraient. C'est la même chose. Oui, mais ça On ne ressemble un sent petit pas- peu à ce qui se passe avec le catéchisme, hein, mais bon, toute chose est égale par ailleurs. Puis, tu sais, quand on propose des menus végétariens, t'as aussi des parents qui gueulent. Oui, j'entends bien. Mais bon, voilà, la personne, en tout cas, n'a fait de levée de bouclier au Étonnant. niveau des parents d'élèves. Alors, ça aurait pu. Or, on ne forme pas nos élèves à l'informatique, on les forme à l'informatique Microsoft. Voilà. Un autre exemple d'enfermement. Vous savez pourquoi est-ce qu'on est passé du format pour Word, du format doc au format docx? Eh bien, tu vas nous l'apprendre, je pense. Bah, Et ça va nous faire peur. parce que, alors, la version Microsoft, c'est un format qui est vachement mieux, que vous allez faire vachement plus de trucs avec votre de Word. Oui, mais j'y crois. La réalité, c'est que c'est un format fermé. Et ce format est fermé, c'est-à-dire que quand toi tu crées un logiciel de traitement de texte, tu ne peux pas savoir comment gérer le docx et donc comment l'afficher dans ton logiciel de traitement de texte. On n'a pas le code source de ce format-là. C'est pour ça que lorsque D'accord. je communique, moi qui suis un newbie avec des gens qui ont OpenOffice, ça les ennuie quand que j'utilise un fichier docx. Oui. Bah, ça les ennuie, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on est passé de doc à docx? Parce que déjà, les libristes avec OpenOffice ou LibreOffice avaient fait du reverse engineering, c'est-à-dire en modifiant un document doc et en regardant comment ça marche derrière, eh bien, on arrive à deviner comment le format fonctionne. C'est de l'ingénierie inversée. D'accord. Et donc, comme le format doc, le format n'était pas ouvert, mais on avait deviné comment il fonctionnait, eh bien, ils ont complexifié avec le docx. Tandis que si tu utilises le format qui est disponible sous Word, ODT, Open Document Text, ça c'est un format ouvert et donc n'importe quel traitement de texte, qu'il soit sur mobile, sur machin, etc., est en théorie capable de le lire puisqu'on a la recette de cuisine de comment lire ce format de fichier. D'accord. Voilà. Et donc, du coup, ça respecte les libertés fondamentales de l'utilisateur. Exactement. Et on va faire la pause musicale maintenant. Et juste après, on va répondre à la question que ça doit susciter. Les gens doivent se dire, ok, mais si on fait du livre, les créateurs ne seront plus jamais rémunérés, il n'y aura plus d'argent, donc il n'y aura plus de création, et c'est la mort de la création. Et ça, c'est que dans Mais les il faut dictatures, voir pour les reprendre libristes ça. crèvent de faim, C'est ça. évidemment. C'est ça, parce que Voilà. et tu veux absolument que les gens meurent de faim, et tu es un être immonde, Pouillou. En tant qu'artiste, je trouve que c'est vraiment pas Charlie. Alors, Vlad, quel type de pause musicale nous proposes-tu? Eh ben, je vous propose un morceau qui s'appelle I Want to Break Free d'un groupe un peu confidentiel qui s'appelle Queen, mais vous allez voir, ils sont sympas. À juger. Nous sommes de retour, c'était I Want to Break Free parce que la liberté c'est beau et nous sommes avec Pouillou dans la tronche en live sur Radio Campus Lorraine. Pouillou ? Oui. Voilà, tu es de retour sur nous. On va refaire un petit balance son parce que comme tu étais au téléphone et qu'on a retenté Skype, qui n'est pas un logiciel libre, Skype d'ailleurs, si ? Non, hein, oui, on n'est pas du tout libre, c'est Microsoft. Encore une fois. Eh bien, toutes mes excuses. Et il faudra qu'on fasse un effort pour passer sur des logiciels libres alternatifs à Skype qui garantissent la liberté des gens et qui pour autant respectent la propriété intellectuelle et les droits de ceux qui créent. Alors c'est ça qui est intéressant parce qu'on a le vocable droit d'auteur et moi je suis auteur par ailleurs, mais quand on regarde un petit peu les textes, et je ne suis pas tellement juriste, mais au final, un droit d'auteur, est-ce que ça porte bien son nom ? Pas selon moi, là vraiment, hein, on est vraiment arrivé à un droit d'éditeur. Alors honnêtement, moi j'ai l'impression que ça a toujours été un peu le cas. Si on regarde le droit d'auteur, je te la fais très très courte, mais à ses origines. C'est moi la courte. Voilà, donc je vais la faire courte. On va faire en France, Beaumarchais, qui crée la SACD en 1780, qui fait accepter le droit d'auteur en 1790 au gouvernement révolutionnaire. Beaumarchais, on a cette image de l'auteur qui défendait les auteurs contre l'exploitation des méchants théâtres, etc., etc. Ah oui, mais c'est ça, non ? C'est pas vrai ? Il y avait de ça, mais Beaumarchais n'était pas que ça. Beaumarchais était aussi et surtout homme d'affaires. Hein. Il a été connu pour vendre les armes au général Lafayette pour le compte du roi de France. Oui. Beaumarchais, en plus d'être auteur, il était éditeur.
D'ailleurs, chose amusante, hein, dans le même temps, il a quand même arnaqué un peu les ayants droit de Voltaire sur des éditions des œuvres de Voltaire. Il était imprimeur libraire à l'époque, c'était le même métier, hein, t'imprimais dans l'arrière-boutique et tu vendais dans la boutique. Et en plus, il avait une papeterie en Normandie. Donc le gars, c'était un peu la chaîne du livre à lui tout seul. Le monopole vertical. Voilà, et mon interprétation, c'est qu'à son sens, pour être auteur, il fallait être bien né, et pour vivre de ses œuvres, il fallait faire toute la chaîne à soi tout seul. Ce qui est logique quand on est bourgeois et que c'est quelque chose qui démarre comme industrie. C'était pas encore une industrie, c'était encore de l'artisanat, l'édition. Oui. Tu vois, donc voilà, mais en donc, gros... tu veux dire qu'en gros, le droit d'auteur, c'est une logique qui date un peu d'il y a 200 et quelques années, quoi. Qui a 200 et quelques années et qui a vraiment été construite pour la distribution commerciale d'objets culturels, c'est-à-dire le livre papier distribué commercialement. Donc, en gros, on signe un contrat d'édition avec l'auteur. C'est pour ça qu'on lui a donné des droits, pour pouvoir signer un contrat d'édition, utiliser la propriété de ces droits, notamment tout ce qui est les droits, donc je m'y perds, droits patrimoniaux, donc les droits d'exploitation de l'œuvre. Ça, c'est l'éditeur qui les prend et qui s'occupe de toute la suite en reversant un pécule à l'auteur. Et si on regarde aujourd'hui, ce qui est versé en général sur les livres, les CD, les DVD, etc., c'est entre 5 à 15% du prix de vente qui est reversé à l'auteur. C'est vraiment 15%, c'est quand tu as beaucoup de chance, c'est beaucoup plus proche de 5% d'habitude. Je confirme que c'est beaucoup moins pour la plupart des gens. Voilà. C'est beaucoup moins. C'est vraiment les Amélie Nothomb et Guillaume Musso qui peuvent arriver là, quoi, tu vois. Oui, les très très bons auteurs. En fait. Voilà. Les autres sont mauvais. Oui, merci, parce que moi j'ai un contrat à 15%, mais c'est parce que mon contrat il est près de la maison d'édition Framasoft, tu vois. T'as 15%, toi, voilà. La vache, mais tu te moufles pas des coudes. Voilà, hein. Bravo, la solidarité avec les auteurs qui, comme moi, ne touchent que 8%. Bravo. Ben non, mais justement, c'est de la solidarité, c'est-à-dire que ce qui est normal, c'est d'avoir un contrat comme le mien, pas un contrat comme le tien. Et moi, là, je me permets de balancer Vled qui regarde Nine Gag à côté. Voilà. Absolument, je n'ai aucun respect. Il branle rien des lives, en fait, il est là. Et... Donc voilà. Mais surtout, ce qui est un chiffre qui est assez intéressant. Alors, les statistiques datent d'entre 2008 et 2012, de différentes sources, notamment la GSA, la Sécurité sociale des auteurs. Mais en gros, on se rend compte que à peu près, que seuls 10 à 15% des créateurs et des créatrices peuvent vivre de leur droit d'auteur, c'est-à-dire toucher annuellement un SMIC net, 15 000 euros. Je dis que Seuls 10 à 15% touchent 15 000 boules. Et en plus, moi, ça me paraît beaucoup parce que pour être un peu dans le milieu, en proportion, il me semblait que c'était pire que ça, quoi. Bah, ça dépend en fait des pratiques. Enfin, si c'est le livre, si c'est la musique, si c'est le film, etc., etc. Il y a des variations sur ce thème-là. Mais ça veut quand même dire que 85 à 90% des artistes ne vivent pas de leur création. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que par toute cette commercialisation, etc., est-ce que 85 à 90% des éditeurs ne vivent pas de leur travail ? Est-ce que 85 à 90% des diffuseurs et des distributeurs et des libraires ne vivent pas de leur travail ? Je sais très bien qu'il y a tout un tas de petits éditeurs et de petits libraires très vertueux en plus, qui crèvent la gueule ouverte. Mais je ne pense pas qu'ils représentent 90 à 85% des employés du milieu, parce qu'à côté, il y a des gros industriels culturels qui profitent énormément des droits d'auteur, qui sont en fait des droits d'éditeur. Mais tu sais que j'ai vu passer l'info, donc je n'ai plus le nom de la personne qui l'a dite, ni le contexte, mais quelqu'un a dit qu'un auteur à succès ne fait vivre personne. Tu vois à quoi je fais référence ? Oui, j'ai entendu la citation, je ne sais plus d'où elle vient. Voilà, donc, mais cette idée, mais c'est pareil, je crois que c'était une ministre il y a quelques temps qui... C'est tellement du bullshit. C'est pas Kosciusko Morizet qui a dit que l'important dans le métier du livre, c'était l'éditeur, que c'est lui le vrai professionnel, et que l'auteur, finalement, peu importe, celui qui est pro, c'est bien, l'éditeur. Écoute, laissons les éditeurs faire ce qu'on fait, et puis nous, en tant qu'auteurs, reprenons nos moyens de production puisque nous les avons aujourd'hui. Oui. Je veux dire, tu as tout à fait la possibilité de crowdsourcer, c'est-à-dire de demander à des équipes de gens tout ce qui va être les retours sur les fondamentaux de ton écrit et l'aide à la correction et à la formulation. Tu as tout à fait la possibilité de le faire. Tu as tout à fait la possibilité donc d'éditer toi-même. Il y a des formations en ligne, tout ça, c'est très très facile de faire soit du LaTeX, soit de l'EPUB, tout un tas de fichiers comme ça pour mettre en page assez joliment ton livre. Les savoir-faire sont
sont disponibles, sont à nos portées, les logiciels aussi. C'est tout à fait possible d'imprimer soi-même avec tout un tas de systèmes d'impression en ligne ou en allant voir son imprimeur. Je ne sais pas si tu as vu récemment la youtubeuse Je ne suis pas jolie, qui a fait une maison d'édition familiale parce qu'elle voulait faire son livre selon ses conditions, à sa manière, et que ce que lui proposaient les éditeurs, ça lui allait pas. Oui. Donc elle l'a fait avec sa famille, elle a monté sa petite entreprise et puis avanti, quoi. Tu vois. Mais voilà, mais après, le fait est que dans le milieu, on sait bien que la maison d'édition, c'est une sorte de... C'est un seuil, c'est un passe-droit. Enfin, passe-droit, non. Oui, ça permet beaucoup de un label. reconnaissance. Voilà. Notamment l'accès à des bourses d'écriture, à tout un tas de choses, à etc. des bourses, à des salons, à des places. Il y a des salons du livre qui n'ouvrent leurs portes et leurs allées qu'à des auteurs édités à compte d'éditeurs. Il y a des différents types de comptes. Bon, là, c'est de la cuisine, mais le fait est que lorsqu'on est auteur, et moi le premier, j'ai les bouquins qui sont prêts, j'ai pas envie de me fatiguer à faire le boulot d'éditeur. Moi, j'ai fait le travail d'éditeur. Et donc, en fait, si tu veux, c'est que comme les éditeurs ont verrouillé l'accès à ce système de diffusion, de promotion et d'accès vers le public, ils ont verrouillé l'accès à ça. Il faut donc passer par eux et accepter des contrats souvent inéquitables. Voilà. Tu vois. Et ça c'est assez intéressant. Alors que si tu prends en main toi-même tes droits, la gestion de tes droits et la gestion de la diffusion de tes œuvres, eh bien, tu peux trouver des solutions alternatives. On peut citer par exemple Thierry Crouzet, notamment pour le geste qui sauve, qui a fait donc la biographie, alors je ne sais plus le nom de l'inventeur du gel hydroalcoolique, un gel antibactérien. Oui. Et cet homme-là, en fait, a vu sa découverte et il s'est dit c'est trop important pour que ce soit breveté. Il faut absolument que les gens y aient accès parce que c'est un moyen formidable d'empêcher les maladies nosocomiales, entre autres. Oui. Donc il a dit, il a versé cette création dans le domaine public, me semble-t-il. Ce qui permet à tous les hôpitaux, à tous les organismes, notamment les organisations non gouvernementales dans des pays défavorisés, etc., de créer leur propre gel hydroalcoolique. Ils ont la recette, on la trouve facilement, si tu veux. Mais donc, pour bien rappeler un truc, c'est que il y a, dans l'histoire du monde, il y a beaucoup d'exemples comme ça de gens qui ont fait des découvertes et qui ont décidé de ne pas en faire profit. Ils ont décidé que c'était important que les gens puissent y avoir accès. Et pour autant, c'est des gens qui ont une vie... rempli, il n'était pas dans la misère, mais on a cette logique à l'heure actuelle où dès qu'on fait une découverte, il faut absolument breveter. On a la maladie du brevet depuis quelques décennies, et on a l'impression que si t'as pas de brevet, c'est comme si t'as pas de Rolex, quoi. T'es qu'un pauvre nul. Alors que peut-être qu'il faudrait qu'on change de braquet et de regard sur c'est quoi être utile. Tout à fait. Et juste pour finir mon exemple, parce que tu vas voir, on peut aussi en gagner sa vie. Thierry Crouzet donc a écrit le livre sur l'histoire de cette découverte et de cette mise dans le domaine public, cette élévation dans le domaine public. Le livre est sous licence CC BY SA, c'est une licence libre complètement, et a été financé en fait par des groupes pharmaceutiques qui lui ont préacheté tout un tas d'éditions du livre pour pouvoir les distribuer en pharmacie pour la journée des mains propres, je crois, un truc comme ça. Voilà, et donc il a été distribué gratuitement, il a été financé totalement autrement que par l'édition du livre, et distribué, diffusé totalement autrement. Et l'avantage de sa licence, c'est que du coup, il a été traduit collaborativement par d'autres personnes en plus de 19 langues. Voilà, il a été distribué à 26 000 exemplaires. C'est un truc que peu d'éditeurs peuvent dire sur leur bouquin. Hein. Oui, je vous rappelle qu'aujourd'hui, un succès d'édition, c'est entre 500 et 1000 exemplaires. Ouais, au-delà de 1000, on est dans ceux qui ont marché bien. Oui, voilà. Là, ça a été plus de 26 000 exemplaires en France. Pas mal. Tu vois. Donc, ça vaut pas un Marc Musso ou un. C'est son prénom, Marc, d'ailleurs. C'est un Musso. C'est Guillaume Musso, pardon. C'est Guillaume Musso. Tu confonds avec Marc Lévy. Enfin, tu les as remixés. Qu'est-ce que tu as créé comme monstre? Non, mais finalement, je trouve que ça ressemble à ce que je voulais dire. Voilà. Donc voilà. Donc il y a des modèles économiques et du coup on peut aussi enchaîner sur les modèles économiques, c'est-à-dire que plutôt que de fermer l'accès à ta création de l'esprit, le logiciel ou le machin, et de faire payer le péage, la barrière à l'entrée pour accéder à cette œuvre, eh bien là l'idée ça va être de vendre tout ce qu'il y a autour.
C'est-à-dire, pour un logiciel, tu peux vendre de la formation à ton logiciel parce que qui de mieux que la personne qui l'a créé pour te former à l'utiliser. Tu peux vendre donc tout un tas de services autour. Tu peux vendre aussi de la création d'adaptation de ton logiciel. Typiquement, tu fais un logiciel encore une fois, de gestion de caisse. Moi, j'ai besoin de modifications pour mon entreprise à moi. De modifications très spécifiques. Je vais plutôt te payer à toi pour que tu me fasses les bouts de code qui me manquent, en fait. D'accord, parce que c'est toi qui l'as créé. C'est un nouveau modèle, en fait. Tu ne vends Exactement. plus le même service. Exactement. Quand tu es artiste, tu peux vendre du swag autour de ton logiciel. Du swag. Typiquement, moi, on n'achète pas mes livres parce que mes romans sont sous licence CC0. Tu peux les télécharger librement, gratuitement. Tu peux les imprimer, tu peux les vendre. Donc, on achète souvent mes livres pour soutenir ma démarche, et on va même préférer m'acheter un livre dédicacé, quitte à le payer plus cher. D'accord. Tu vois, parce qu'il est personnalisé, parce qu'il y a eu un lien entre toi et moi. Il y a un lien entre toi et moi, Pouillou. Oui. Chippé, ça marche vraiment bien. Fais-moi cette dédicace, faisons la courte. Le week-end prochain, si tu veux. Écoute, seras-tu au Geek Ferries? Oui, j'y serai. Nous serons au Geek Ferries. Dans le village du livre. Voilà, Vlad sera malheureusement absent, mais hélas, je serai effectivement absent des Geek mais Ferries. Donc, public chéri, nous pourrons nous croiser au Geek Ferries. Moi, j'étais absent la dernière fois, donc, du coup, j'y serai. Vlad, non, mais la prochaine fois, peut-être qu'on restera, il y a très plusieurs. On fera un effort. Mais du coup, tu parles du péage, donc c'est ce qu'on appelle le copyright. C'est ça, le droit d'auteur, en fait, le copyright. Ça, c'est pour les anglo-saxons. Nous, en France, nous avons le droit d'auteur. En France, le droit d'auteur est automatique et instantané. C'est-à-dire, à partir du moment où tu as créé une œuvre de l'esprit originelle, tous les droits te sont instantanément réservés dessus. Donc, il y a une croyance qui veut qu'il faut qu'on dépose le texte devant telle ou telle société ou chez le notaire. Ça, tu confirmes que c'est faux? Alors, c'est faux. La loi est très claire là-dessus. Par contre, attention, il faut remplir 2 conditions. Parce qu'à un moment donné, si tu vas défendre ton droit d'auteur, c'est que tu vas défendre pour contrefaçon auprès d'un juge. Il faut d'abord que ce soit une œuvre originelle. Typiquement, originale, tu veux dire originale? Originale, pardon, oui. Originale, tu as raison. J'ai une œuvre originale. C'est-à-dire que l'œuvre dont est empreinte la personnalité de l'auteur. Il y a eu un jugement assez intéressant récemment, un mec qui tenait un blog de cuisine et qui a vu sa photo de pot-au-feu de canard sur une émission culinaire de M6. Il a attaqué M6 et ayant mal défendu son jugement, eh bien, il a été rebooté parce que le juge a déterminé qu'il s'agissait d'une simple photo d'illustration et que l'auteur n'avait pas justifié d'une démarche artistique autour de cette photo, d'une démarche, d'une personnalité, d'un cadrage, d'une mise en lumière, d'une mise en scène, qui faisait que. Voilà. Oui, donc tes photos de vacances n'ont pas de copyright, qu'on soit bien d'accord, à moins que tu sois un artiste qui ait une démarche autour de la photo de vacances. Oui, mais il y a notre image derrière. Oui, mais comme non, ça, le droit à l'image, ça n'a rien à voir. C'est totalement autre chose. Ça n'est pas du tout lié au droit d'auteur et à la propriété artistique. Oui. Donc je n'en parlerai pas. Mais c'est vrai qu'en France, on a un droit particulier, normalement, qui est que les droits d'auteur sont inaliénables. Alors. En tout cas, il y a une partie des droits d'auteur, de la propriété intellectuelle, par exemple. Il y a 2 choses dans le droit d'auteur. Il y a le droit moral. Le droit moral, ça va être tout ce qui tourne autour de l'œuvre. Donc, le fait qu'on attribue l'œuvre à toi, le droit à la paternité. Il va y avoir le fait que toi seul décides de quand sort ton œuvre. C'est le droit de divulgation. Il y a le droit à l'intégrité de l'œuvre. Si tu ne veux pas que ton œuvre soit bafouée, typiquement dans les droits moraux de Beckett, en attendant Godot, c'est Beckett. Oui, j'avais bon, pardon, ouais. je me suis confus moi-même. Beckett a décidé qu'en attendant Godot ne serait jamais joué par des femmes. Il ne veut pas que son œuvre soit jouée par des femmes, que des acteurs mâles. Il a dit ça Il a dit ça, et aujourd'hui encore, alors que même si c'est dans le domaine public, on s'en fiche, les ayants droit de Beckett attaquent toute MJC qui veut faire représenter en attendant Godot avec des actrices. J'en ai déjà vu. Alors, je suis sur le cul pour la 2e fois de la soirée. Donc Beckett était un petit peu un connard là-dessus quand même. Voilà. Ça après c'est. Je me permets ce jugement de valeur Voilà, c'est un jugement de valeur. Je suis parfaitement d'accord avec. Je te le dis tout net. Voilà. Néanmoins, c'était sa volonté d'auteur. Très étonnant, d'accord. Donc voilà. Et donc les droits moraux sont inaliénables, imprescriptibles et perpétuels. Voilà. C'est ad vitam aeternam. Il me semble qu'il y a un autre droit qui est le droit de retrait.
Le droit de retrait, tout à fait, Voilà. de l'œuvre, qui existe aussi. Juste, j'ai oublié de dire quelque chose derrière. Oui, donc pour protéger son œuvre devant un jugement, il faut justifier qu'elle soit originelle, et il faut justifier de sa paternité à une date la plus antérieure C'est possible. ça. Donc il y a la D'où loi l'intérêt de dont se il a- l'envoyer en recommandé à soi-même, Oui. sous enveloppe scellée. Et comme ça, le jour où tu as besoin de justifier que c'est toi l'auteur de l'œuvre à telle date, tu l'as fait ouvrir cette enveloppe scellée par un huissier caché de la poste faisant foi. D'accord. Encore faut-il comment dirais-je. Enfin, il y a des méthodes pour t'envoyer un courrier avec le cachet de la poste, alors qu'en fait tu l'as envoyé plus tard. Enfin, ça c'est des choses que les Non, mais magistrats- non, en recommandé. Ah, en recommandé, ouais. En lettre recommandée. D'accord, mais bon, il faut prendre des précautions dans la manière de fermer l'enveloppe, parce que sinon ça. Tout à fait. Ça Il peut, faut être, la sceller. ça peut être contrefait. Ok, donc on a. Et donc, alors, du coup, les droits d'auteur sont censés protéger l'auteur pour qu'il puisse vivre de son œuvre, mais toi tu proposes quelque chose d'autre. Enfin, toi et les libristes, Exactement. vous dites Parce que que, en c'est fait, pas la seule manière de vivre de son œuvre. Exactement. Sur toute la deuxième partie des droits d'auteur, on a parlé des droits moraux. Le reste, c'est les droits patrimoniaux. C'est tout ce qui concerne l'exploitation. Voilà. Donc les pépettes, le flouze. Les Hein, pépettes, tout ce le qui va- flouze. Tout ce qui va concerner l'édition et la commercialisation, tout ce qui va concerner la distribution, la représentation quand il y a des spectacles et des choses comme ça, l'adaptation, les traductions, etc. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les droits patrimoniaux. Et ils durent 70 ans, jusqu'à 70 ans après la mort de l'auteur, aujourd'hui en France. Ça n'a pas toujours été le cas. Hein. À l'origine, c'était 15 ans jusqu'à après la mort de l'auteur. Ce qui était largement suffisant. Bon, bref. Et donc, ces droits patrimoniaux, là, on peut les hacker via des licences libres. Parce qu'à l'intérieur du droit, on peut toujours faire des contrats. Et on peut dire, ces droits patrimoniaux, comme là, je peux en faire ce que je veux, hein, ils ne sont pas imprescriptibles, ils ne sont pas inaliénables, ils ne sont pas machin, eh bien, je vais ouvrir certains de ces droits. Je vais faire une espèce de contrat ouvert avec la personne qui est en face et dont j'ignore qui c'est. Un contrat ouvert, donc, où je vais autoriser certaines choses à certaines conditions. Et ça, c'est ce qu'on appelle les licences libres. Mhm. Les plus connus aujourd'hui, notamment pour la culture, ce sont les Creative Commons. Voilà. Et ces licences libres permettent justement d'autoriser les gens, notamment parfois, à respecter les 4 libertés, c'est-à-dire la liberté d'utilisation, d'étude, de modification et de diffusion. Et exemple type, Wikipédia. Wikipédia, exactement, est une encyclopédie dont et le logiciel, un MediaWiki qui permet de faire tourner tout ce bousin, et les contenus, c'est-à-dire les articles, sont sous licence CC BY SA. Alors, ça veut dire donc, quoi ça veut dire que quand on utilise du Wikipédia, on a l'obligation de citer la source, l'auteur, et on a l'obligation que notre œuvre dérivée soit sous la même licence CC BY SA. Share alike, c'est le fameux SA, c'est une viralité. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si moi je cite un morceau de Wikipédia, je suis obligé de mettre après la citation, cette partie-là vient de tel article, non? Alors, non, parce que là, il y a aussi en français ce qu'on appelle l'exception au droit d'auteur pour courte citation. Si c'est une courte citation de Wikipédia, Oui. si elle est courte, eh bien, tu as le droit de la citer. Oui, mais j'ai le droit. Juste après, logiquement, il faut toujours sourcer, hein, Ouais, quoi c'est qu'il ça. arrive. Hein, Oui. voilà. Logiquement. Mais bon. Voilà. Mais par contre, si tu fais un livre avec une compilation d'articles Wikipédia, tu as le droit de le faire, mais ton livre doit être sous licence CC BY SA. Mais par contre, tu as le droit de le vendre. Il n'y a pas de souci là-dessus. Tu as le droit de le vendre. On peut le vendre, mais on doit dire que tout doit être sourcé, donc les gens doivent savoir que mon livre, je ne l'ai pas écrit en fait. Exactement. Mais ils peuvent l'acheter. Ils peuvent l'acheter. Eh ben écoute, on fera ça. Donc demain aux éditions de la Tronche Chambière, on va vous vendre Wikipédia. Il y a des gens qui l'ont déjà fait. Qui l'ont déjà fait de manière très moche. Hein. Ils vendaient sur les Kindle d'Amazon, là sur le magasin Amazon, ils vendaient 99 centimes des fiches pratiques qui étaient des copier-coller de Wikipédia. Incroyable. Et en fait, Wikipédia s'est défendu parce qu'il n'y a pas besoin de droit d'auteur. S'ils se défendent avec le droit d'auteur, c'est un peu comme s'ils utilisaient un bazooka parce que le chien du voisin a chié dans le jardin. Tu détruis tout. Ouais, c'est mais, efficace, hein, ça marche. Ça soulage. Mais Hein. Ça veut dire la bazooka pour le chien du voisin. Moi, si j'en avais Ça bien. soulage. Ouais, Par contre, tu avais une arme qui est vachement mieux à l'époque du numérique. Ils ont fait bout en montrant du doigt. Ils ont dit ces gens-là ont le droit de le faire et en même temps c'est un peu moche. Et là, tu as plein de gens qui sont allés sur les fiches Amazon, qui ont fait des sales commentaires, qui ont dit non mais arrêtez d'acheter ça, allez sur Wikipédia à telle page. D'accord. Et les fiches ont été coulées. Quelqu'un l'a fait aussi avec mes pièces de théâtre, si tu veux. Et voilà, et j'ai utilisé la même méthode. La réputation est vachement plus efficace. Bien sûr, oui. Mais est-ce que ça marche chez les vidéastes? Chez les vidéastes, ça peut très bien marcher. Enfin,
Bah, attends, excuse-moi, un clash ou lancer une shitstorm, ça fait toujours du buzz en plus. Donc du coup, toi en tant que créateur, ça te place dans la bonne position et dans une bonne position éthique et morale. Et t'as plein de gens qui viennent te défendre, t'as plein de gens qui parlent de toi. Donc tu es en train de me dire que si jamais, admettons, on chope un vidéaste à faire des épisodes qui sont entièrement pompés sur Wikipédia, où on peut lire la page Wikipédia et puis regarder son épisode et puis les phrases les unes après les autres sont les mêmes, tu nous conseilles de faire du shitstorm par rapport à ça? J'ai pas de nom à donner, les gens tomberont tout seuls parce que ça existe. Mais oui, on n'a pas tellement envie. Je conseille pas de faire des shitstorms, etc. Je conseille juste de dire attention, là, déjà tu dois citer tes sources à un moment donné. Ouais. Et puis surtout, si tu copies-colles du Wikipédia à un moment donné, faut pas déconner non plus. Je crois ça lui a été dit ça, fais gaffe, mec. Derrière. Après, je ne regarde pas tellement la chaîne, je ne sais pas où il en est, mais. Moi, je ne sais pas du tout de ce en tout cas, juste pour vous dire que chers auditeurs, ça existe. Il y a des gens qui font ça. Après, il y a aussi Mad Podcast et compagnie qui veulent le travail des autres. Et c'est pareil. Là, dans quelle mesure ce modèle-là permet de protéger les gens contre quelqu'un qui va pomper complètement une vidéo pour en faire une autre? Si tu ne respectes pas les termes de la licence, tu as la possibilité d'attaquer en justice pour contrefaçon. C'est ça le droit d'auteur. C'est qu'après, il faut attaquer en justice pour contrefaçon. D'accord. Donc, ce qui est très intéressant, c'est à toi de te poser la question, à quel moment j'attaque pour contrefaçon. Ça, c'est génial. Ça révolutionne l'esprit, si tu pas réfléchir en termes de juge. Oui, mais c'est pas évident de savoir comment on fait ça. Tout à fait. Et c'est pour ça que d'autres préfèrent utiliser les systèmes qui ne sont pas basés sur le droit d'auteur, qui sont basés sur les conditions générales d'utilisation des plateformes. Je connais aussi des vidéastes YouTube qui ne veulent absolument pas qu'on utilise la moindre seconde de leur vidéo sans leur demander l'autorisation, et qui donc ont demandé via leur network à Google de régler la sensibilité de Content ID à 1 seconde de leur vidéo. S'il y a plus d'1 seconde de leur vidéo, la personne se fait directement flaguer par Content ID, alors que le règlement, le preset de base est à 30 secondes. 30 secondes, d'accord. Ouais. Parce que ça pose problème pour tous les vidéastes, comme les vidéastes on en parle, qui font de la critique vidéo et qui donc ont besoin comme ressources pour leur travail, d'avoir des extraits de vidéos à montrer. Ça paraît... Et sachant que le droit de citation ne s'applique absolument pas aux œuvres audiovisuelles, c'est uniquement aux œuvres littéraires. Donc techniquement, si à un moment donné quelqu'un ne te donne pas l'autorisation de réutiliser son œuvre, en fait toutes les YouTube pubs, toute la culture du remix, tous les remixes qui en général sont faits à partir de samples piqués, je veux dire, MC Solar a piqué à Gainsbourg le sample de Bonnie and Clyde pour son western moderne. Tu vois, donc ça date le remix, quoi. Il l'a volé, cette culture-là, sans les licences libres, est en fait une culture qui est hors la loi. C'est ça. Bon, mais du coup, c'est bien, c'est subversif. Il faut qu'on continue vive la loi qui nous empêche de faire des choses qu'on fait quand même. Voilà. Et du coup, on a essayé de la changer avec le rapport Reda, mais c'est pas passé. Et du coup, alors, avant qu'on passe à la pause musicale, le modèle alternatif de la culture libre, tu en as parlé, à savoir que c'était vendre des services qui sont autour de l'œuvre. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses parce que bien évidemment, il y a un auteur comme toi, qui a une pièce. Bon, tu en as parlé. Tu as dit que tu pouvais vivre du fait que les gens veulent acheter un bouquin qui est dédicacé, donc du coup là, ils vont l'acheter. Il y a un produit qui est vendu. Oui. Mais il y a d'autres choses. Le don, par exemple. Moi, je donne mes œuvres et honnêtement, aujourd'hui encore, je touche beaucoup plus de dons par mois sur mes romans que ce que je ne vends en droit d'auteur. Ne serait-ce que, imagine, si tu touches 50 balles de dons. Moi, mes romans, ils sont à 22 €, je touche 15% dessus, ça fait 3,30 €. Oui. Par roman vendu, je touche 3,30 €. Pour avoir 50 balles de dons, il me faut vendre, un rapide calcul, plus de 15 romans. Plus de 15 romans par mois, pour un petit auteur pas connu comme moi, sur des romans qui ont maintenant 2 ans, c'est beaucoup. Alors que j'arrive encore à avoir 50 € de dons en moyenne par mois aujourd'hui. D'accord. Voilà. Mais des gens vont te dire, oui, mais ça marche pour des petites sommes, pour des petits auteurs. C'est pas des choses qui permettent d'avoir un revenu, d'avoir l'équivalent d'un salaire, de payer des charges ou des cotisations et d'avoir quelque chose un modèle viable. Ou est-ce que c'est possible d'avoir un modèle viable ? En fait, là, encore une fois, on est sur l'économie de l'attention. C'est-à-dire que plus tu acquiers d'attention,
et plus tu auras de la possibilité de don. Parce qu'en effet, c'est une infime partie d'un large public qui va faire la démarche active de donner. Ok. Donc, il faut en effet toucher un certain public ou faire des opérations spécifiques, type crowdfunding. Moi, je l'avais fait pour mon 2e roman, ou des choses comme ça, pour arriver à ce genre de choses. Mais c'est totalement possible. Regarde ce qu'a fait Amanda Palmer avec la sortie de son précédent album. Et aujourd'hui, elle est sur Patreon, qui est un peu le Tipeee américain. Voilà, et elle vit grâce à ça. Et elle dit, allez-y, téléchargez, faites ce que vous voulez de vidéos. Donc voilà, au niveau du don, il y a tout un tas de choses. Tu peux aussi proposer du merchandising autour de ce que tu fais, ce que propose par exemple Monsieur Yéyé par rapport à ses chansons. Il y a tout un tas de possibilités à associer. Tu peux aussi proposer des conférences, des formations. Moi, j'ai été payé pour faire des ateliers d'écriture collaborative où on se mettait à 15 dans une médiathèque et on écrivait une nouvelle à 30 mains dans la journée, dans l'après-midi. Ah, il faut être ambidextre alors, d'accord. Bon, ça réduit le... non, tu tapes des 2 mains sur le clavier quand même. Ah, oui, presque. D'accord. Bon, je pense que ça donne pas mal d'idées. Voilà. Juste pour finir, si tu veux, tout ça marche grâce à l'économie de l'attention, donc il faut pour cela récolter de l'attention. Or, si tu mets une barrière d'accès à tes œuvres, tu vas forcément te tirer une balle dans le pied parce que tu vas perdre de l'attention. S'il y a une barrière vers tes œuvres, moi je vais aller là où c'est libre, là où je peux accéder directement à l'œuvre et voir ce dont il s'agit. Mais le fait est, juste pour dire un mot positif quand même du système tel qu'il existe, il n'a pas que des défauts. C'est qu'à un moment donné, moi j'ai été édité par un vrai éditeur, entre guillemets, un vrai. Ça donne ça pose quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a en France tellement de gens qui veulent écrire, qui écrivent des choses. Et il y a tellement de choses qui sont à peine lisibles. Il faut être objectif. Il m'est arrivé de dire pas mal de choses dans les différents réseaux. Ouais, il y a beaucoup de choses. Ça donne aussi de la légitimité à l'autobiographie de Loana à sa sortie du Love qui s'appelle Miette et qui s'est vendue à des centaines de milliers d'exemplaires. Oui, mais ça, là, du coup, on rejoint ce que tu dis à propos de l'attention. C'est le même problème, c'est qu'elle était exposée avant. Il y a tous ceux qui passent à la télé qui sont connus, juste parce que talent qui est connu, forcément le bouquin va se vendre mieux. Mais ça, c'est déjà existant comme problème. Et voilà. Non, mais ce que je veux dire là-dessus, c'est que cette légitimité, elle est en carton. C'est-à-dire que c'est une légitimité qui est purement une convention et qui derrière a des conséquences concrètes. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et donc là, on a un petit groupe, les éditeurs, qui est mené principalement par des industries culturelles avec des très très gros lobbies et qui détient l'accès à une espèce d'élite de la littérature et qui le donne de manière complètement arbitraire, c'est-à-dire qu'il le donne aussi bien à des personnes qui ont un travail littéraire ou scientifique ou de création qui est important et qui le donne aussi bien à des biographies de Loana, quoi. Mais tu as raison, mais le problème c'est qu'en France, à la rentrée littéraire, on a plus de 700 bouquins. Bon, cette année, ça sera 800, parce que ça augmente tous les ans. Oui. Et les gens qui voient arriver cette vague énorme de bouquins qui sur les tables, comment ils distinguent ce qui vaut le coup et ce qui ne vaut pas le coup? On a déjà beaucoup trop. Là, imaginons que justement on retire cette barrière entre guillemets des comités de lecture, etc., qui permettent évidemment de mettre c'est pas les éditeurs qui font ça, arrête, c'est pas les éditeurs qui font ça. Y a des comités de lecture et qui trient le bon grain de livret, arrête, ce sont les libraires, ce sont les blogueurs, ce sont les journalistes, ça c'est le boulot et ce sont les bibliothécaires, purée, j'allais les oublier, pardon, ce sont ça qui font ce travail de modération. Attends, mais ça c'est une fois que le bouquin est sorti, il y a un deuxième film, évidemment, bien sûr, mais au départ, pour publier un bouquin, il y a aussi le filtre des comités de lecture qui vont... le mec qui n'est pas connu du tout, qui a aucun talent pour s'exposer, mais qui écrit divinement bien, pas qu'il est prof de français ou de philo ou de technologie ou que sais-je, ou il est garagiste. Sur le mythe du génie, là, donc oui, ok. Non, mais il y a forcément des gens dans cette situation-là qui sont très très bons, qui font des choses qui mériteraient d'être lues. Sans être génial, mais qui mériterait d'être lu largement autant qu'un vendeur meçon ou des mecs comme ça qui sont sur le devant de la scène pour des raisons qui ne tiennent pas uniquement à leur talent littéraire, mais qui tiennent à d'autres talents qu'ils ont ou à des réseaux qu'ils ont ou à comment ils sont nés. Je ne dis pas que c'est le cas de ce monsieur-là, mais voilà. Le fait d'avoir cet adoubement entre guillemets de l'éditeur,
je pense que c'est un vrai argument. Hein. Peut-être qu'il est pas valide par rapport au niveau C'est modèle. un argument, mais voilà, je finis. Voilà. Le fait d'avoir cet adoubement par un comité de lecture et un éditeur qui a pignon sur rue va dire aux gens, voyez, là, nous, on pense que ça vaut le coup et que ça mérite d'être lu. Et ça, pour une maison qui reçoit environ 10 bouquins par jour. Donc, ils vont différencier le bon grain de livret, mettons. Ils vont jeter plein de choses qui valent le coup, mais ils vont retenir celui-ci. Et lui, c'était quoi sa chance dans la vie d'être reconnu par le public si ce n'était pas par ce biais-là. Le problème, c'est que je pense que le souci par rapport à ce que tu dis, c'est que c'est une vision qui est extrêmement utopiste des choses et que c'est absolument pas comme ça que ça fonctionne. Le travail des éditeurs, c'est pas de mettre en avant la qualité, c'est de mettre en avant ce qui va se vendre. Les deux ne sont pas toujours corrélés. Ils sont même, c'est triste à dire, très très peu corrélés dans le monde dans lequel on vit. Alors, si le système fonctionnait ainsi, ce serait formidable. Si on avait des comités de lecture dans le domaine de l'édition qui fonctionnent de la même manière que par exemple les comités de lecture dans la science, dans laquelle ce qui est mis en avant, c'est des choses qui sont bonnes. Ne sois pas utopiste sur la science non plus, il y a plein de problèmes. Oui, c'est pas totalement le cas dans la science non plus, notamment à cause de Elsevier. Non, ça va de soi. N'empêche qu'on essaye d'éviter. Tu vois très bien pourquoi je donne cet exemple. Voilà. Oui. Je donne ce qu'il y a de mieux actuellement. Toujours est-il que ce qui est mis en avant, on s'en rend bien compte avec des Musso et des Lévy, c'est pas du tout ce qui est de qualité, c'est ce qui va se vendre. Mais moi, je serais totalement d'accord avec ce que tu dis si le système fonctionnait comme ça. Mais juste parce que pour dire un mot aux éditeurs et aux gens qui peuvent nous écouter, il y a aussi parmi les grandes maisons des gens qui aiment leur métier, qui ne sont pas là que pour faire du chiffre. Oui, et qui souvent souffrent. Bien sûr, mais j'ai pas envie qu'on laisse entendre qu'ils sont tous pourris et tous vendus. C'est pas ce qu'on dit, mais ça pourrait être ce qui est reçu. Mais c'est un système qui ne fonctionne pas. Et les gens sont tous et toutes emprisonnés dans ce système, si tu veux. Non, clairement, c'est un système. Néanmoins, est-ce qu'on préfère quelques personnes qui ont l'accès à... Allô ? On t'a perdu ? Allô ? Moi, je vous entends bien. Non, mais il y a eu un gros sifflement dans le câble. Très, très méchant sifflement, donc on a eu très mal. Mais vas-y, continue. Voilà. Est-ce qu'on préfère que quelques personnes aient accès à ce système d'élitiste ou est-ce qu'on préfère, à un moment donné, que cette modération... Pouillou, peux-tu te rapprocher de ton micro, s'il te plaît ? Je me rapproche de mon micro. Je crois qu'on a un problème de son. Il s'est passé un truc passé. Oui, on va... Je sais pas ce qui se passe, mais rien n'a été modifié de mon côté. Non, mais tu es un petit peu lointain maintenant. C'est la faute de notre câble, on va changer de câble. Ah, on a un câble qui a un problème. Alors, je te débranche et je te rebranche. C'est l'une des solutions. Je filme notre héros. Voilà, c'est un câble. Bon alors, pendant ce temps, juste pour revenir sur ce que... J'ai branché le câble. D'accord, mais c'est pas grave. Non, ça marche pas, non. Alors le problème doit se situer dans ton ordi ou la table de mixage. Bah oui, mais bon, il fallait bien que ça merde encore plus. Non, vas-y, pardon, c'est peut-être ma faute, vas-y. Pouillou. Tu parles, Pouillou. Reprends. Oui, je parle. C'est parfait. Est-ce que vous m'entendez C'est le câble. C'est parfait. C'était bel et bien le câble. Parfait. Désolé pour cette interruption. Est-ce qu'on choisit que seule une élite donne cet accès, ou est-ce qu'on choisit, à un moment donné, d'une part, de ne pas dire arrêtez de créer, il y a trop de création, voilà, parce qu'en effet, il y a de la création qui n'est pas mûre, qui n'est pas prête, mais le fait que de la présenter et elle trouvera le public qu'elle trouvera, ça permet aussi d'avoir des retours et d'avancer et de mûrir sa prochaine création. C'est aussi quelque chose d'intéressant. Bien sûr. Et est-ce que à un moment donné, on ne pense pas qu'on peut aussi essayer de trouver d'autres manières de modérer et de donner accès à ces choses-là. Et moi, pour moi, c'est ça que je te disais, c'est le rôle, en effet, des blogueurs, des bibliothécaires, des libraires qui font une espèce de tri et qui vont donner leurs avis là-dessus, des booktubeurs et des booktubeuses. Oui, mais ils ont un rôle aussi à faire. Le travail des artistes en tant que tel aussi, je pense qu'il faudrait, et ça a été le cas pendant pas mal de temps, mais ce serait bien si les artistes reprenaient aussi leur rôle de remise en avant des autres artistes. Ah oui, tout à fait. Parce que les artistes, je veux dire, qui connaît mieux un domaine que ceux qui le pratiquent eux-mêmes? Et je veux dire, si j'entends qu'un auteur que j'admire conseille la lecture d'un autre auteur, je vais lui faire confiance et je vais me dire ok, très bien, si lui il l'estime et que j'estime son avis, je me dis que ça peut être bien. Et peut-être que la cooptation, voilà. Et plutôt que d'avoir un système dans lequel ce sont les éditeurs qui pendant un moment étaient des auteurs d'ailleurs, comme on l'a vu avec Beaumarchais avant. Si on reprenait un système dans lequel ce sont les gens qui mettent en avant les différents artistes, tout pourrait bien se passer. On n'aurait même pas besoin de ce système d'édition là pour remettre en avant la qualité, quoi.
Le problème, si tu veux, c'est que ce système d'édition et que ce droit d'adoubement qu'ont les éditeurs a été créé comme ça de manière systémique et historique, et qu'aujourd'hui, à un moment donné, il faut juste proposer un autre modèle à côté en disant très bien, ça marche pas, c'est cassé, nous on trouve autre chose, quoi. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai participé à un manifeste des auteurs libres indépendants, voilà, quoi. C'est le fait de dire à un moment donné, nous, ce système il est cassé, on le reconnaît pas, on essaie de trouver autre chose. On expérimente. Absolument. Ce qu'on dit, ça dépasse le cadre juste des auteurs, parce que là, on s'est un peu appesanti sur ces termes-là, mais c'est les mêmes problématiques pour l'ensemble des créateurs de contenu, logiciels et compagnie libres. Et je propose qu'on s'arrête là, et on fera une troisième partie où on va se demander, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Les gens qui nous écoutent et qui se disent, alors ça c'est bien beau, je suis relativement convaincu, mais alors à partir de là, qu'est-ce que je fais, voilà. Donc Vlad, qu'est-ce qu'on fait maintenant comme pause musicale avant de passer... Moi je galère avec mon micro, et pendant que je galère avec ce micro, on va écouter un morceau des Twisted Sisters qui s'appelle I Wanna Rock, parce que j'ai envie. Parce que voilà, alors c'était une chanson d'un groupe que je ne connais pas, c'était très, très brutal. Merci pour cette liberté que tu as prise, Vlad. À ton service. C'est brutal. Brutal des Twisted Sisters. Quand je dis que Mandax c'est un fragile. Merci pour ton aide pour le câble, Vlad. J'étais en train de me battre avec mon propre micro. J'ai branché l'invité, il est de retour parmi nous. Je me sens tellement branché en ce moment. C'est fou, hein. C'est un succès dingue. C'est l'économie de l'attention. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi, je peux te dire que cette économie de l'attention, elle a été très très bien comprise par les géants du web. Tu vois, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, ce qu'on appelle les GAFAM, ils ont vraiment mis en pratique cette économie de l'attention. Alors, GAFAM, G-A-F-A-M, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Ils ont même un nom global. C'est une sorte d'hydre à 100 têtes, c'est ça ? Ouais. Parce qu'on croirait qu'il y en a que 5, mais non, parce qu'ils ont tellement de trucs, ils ont tellement bouffé tout Internet déjà. C'est quand même un truc incroyable, hein. Ce sont que des services qui sont gratuits, hein. Je veux dire, par exemple, Google, tu payes rien de ce que tu utilises de Google. D'accord. Et c'est quasiment l'entreprise la plus riche au monde. Je dis quasiment parce que, suivant les trimestres, ils se tirent la bourre avec Apple entre l'entreprise la plus rentable financièrement. En fait, ça veut dire que sans rien vendre, on peut être riche. Donc le modèle marche. C'est quasiment du libre, non ? Quelle différence ? Quelle différence, en fait, si tu veux, c'est qu'à un moment donné, ils vendent bien quelque chose, mais ils ne le vendent pas à nous. Donc on n'est pas les clients. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils vendent ? Si tu regardes bien, ils vendent de la pub, et donc ils vendent nos profils publicitaires, nos données, nos graphes sociaux, toutes ces choses-là. Tout ce qu'on leur donne gracieusement. À chaque fois que tu tapes un truc sur Facebook, tu bosses pour Facebook. C'est-à-dire que si c'est gratuit, c'est toi le produit. Non seulement c'est toi le produit, mais en plus c'est toi l'esclave. Ça, c'est génial quand même. Ils ont réussi un truc incroyable. Je bosse des heures par jour pour Facebook, Google et compagnie. Alors c'est terrible. Ouais. J'ai un autre exemple. Amazon a racheté, je ne sais plus combien de millions de dollars, le site et la base Goodreads. Pardon. C'est pas Goodyear, c'est les pneus, hein. Non. Goodreads, c'est un site où les gens s'échangeaient des critiques de livres. Un peu comme sur Sens Critique, mais réservé aux bouquins. Et eux, ils ont acheté ça pour la base de ces critiques, pour intégrer ces critiques dans les commentaires des bouquins vendus sur Amazon. D'accord. Ouais. Donc en fait, à chaque fois que tu fais un commentaire d'un bouquin sur Amazon, toi, non seulement tu donnes de la valeur au bouquin sur Amazon, mais tu donnes de la valeur à Amazon. Tu donnes de ton temps de travail à Amazon. C'est quelque chose d'extraordinaire. Quand on y pense, c'est futé. Voilà, c'est très futé. Et donc, en fait, toutes ces données, ils les récoltent, mais ardemment, si tu veux. Ce qui leur permet de gagner énormément d'argent grâce au profilage publicitaire, ce qui leur permet aussi, du coup, de tuer toute innovation sur Internet parce que ils achètent toute nouvelle entreprise, etc. Je ne sais pas si vous vous rappelez un exemple marrant, rigolo, l'Oculus Rift, qui a été créé via crowdfunding, donc financement participatif. Et ce financement participatif, une des promesses, c'était que le matériel serait en open hardware, donc une licence libre pour le matériel, et le logiciel en open source, une licence libre pour le logiciel. Et puis au final, voyant le succès, il a très très vite retiré cette promesse, et puis au final, ça a été racheté, je crois, 13 millions ou 13 milliards de dollars par Facebook. 13 milliards, c'est bien. Oui, non, 13 millions, je crois que c'est, je sais plus exactement. Voilà, bon.
Voilà. Donc, nous qui faisons un Ulule actuellement pour un documentaire, donc je rappelle aux gens qui peuvent donner jusqu'à dimanche prochain, c'est un documentaire sur les... C'est l'instant pub, là, j'y pense, je n'y pense jamais. Voilà, pour savoir pourquoi est-ce qu'on croit à des trucs bizarres et pourquoi certaines choses qui sont pourtant fausses et facilement identifiables comme telles sont malgré tout convaincantes parce qu'elles sont racontées d'une certaine manière, donc on s'intéresse à ça. On a un Ulule où les gens peuvent donner. C'est-à-dire que nous, on peut décider de changer les règles du jeu et puis d'un seul coup, plutôt que le mettre en libre service sur la chaîne comme c'est prévu de le faire, on le vend à Universal et puis on en fait un blockbuster. On peut faire ça, à moins que vous ne passiez un contrat légal avec vos utilisateurs et vos utilisatrices. C'est-à-dire à moins que vous ne mettiez une licence libre. Moi personnellement aujourd'hui, et je suis désolé de vous dire ça alors que vous êtes en plein Ulule, moi je dis aux gens sur Tipeee, sur Ulule, sur tous les trucs de financement participatif, quand vous financer quelque part la création d'une œuvre communautairement, demandez à ce qu'elle soit remise derrière dans les communs via une licence libre. Demandez à ce que l'œuvre, à un moment donné, vu que ça a été financé collectivement, qu'elle soit rendue quelque part au collectif. Les communs, c'est quelque chose au final que tout le monde peut s'approprier, mais qui n'appartient à personne. Par contre, en effet, ça fait un peu peur pour les créatifs qu'on a pour l'instant, mais on s'oriente déjà par ça parce que on s'engage à ce que le produit soit disponible gratuitement sur la chaîne. Déjà, c'est un engagement, en effet. Voilà, c'est un premier engagement. Donc là, vous respectez la liberté de diffusion quelque part, voilà, ou d'utilisation au moins. Mais en effet, il y a d'autres manières de mieux, encore plus respecter, etc. Et je sais qu'en tant que créateur, ça fait peur, ce genre de choses. J'ai eu ces peurs-là, je les ai toutes traversées et j'en suis ressorti. Je suis allé à l'autre bout de ces peurs. Tu vois, donc je sais très bien que ça fait peur en tant que créateur. C'est comme dans Dune, je marcherai. Mais en même temps, j'affronterai ma peur. Je la laisserai passer sur moi au travers de moi. Et lorsqu'elle sera passée, je trouverai mon œil intérieur sur son chemin. Et là où il sera passé, il n'y aura plus rien que moi. Voilà, merci. Faut aller jusqu'au bout du truc. J'ai oublié la fin. Je la connais par cœur. Et tu vois, ce genre de choses, est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'on va te diriger par sa peur ? C'est quelque chose d'assez intéressant, mais c'est une réflexion qui est en cours pour tout artiste. Je pense qu'il faut se poser la question. Mais du coup, les GAFAM sont donc ces structures énormes qui, sans qu'on le voit, sont devenues propriétaires de nos vies numériques, d'une certaine manière. Et alors, si on se dit que c'est pas normal parce que du coup, ça fait courir de gros risques, parce que du jour au lendemain, si on a un système politique qui change les règles du jeu, ces données-là peuvent devenir des armes pour contrôler le public. Les gens et nous. Elles le sont déjà. Dans certains pays, en tout cas, c'est clair. Dans d'autres... Aux USA et en France, je ne sais pas qu'est-ce qu'il te faut. Les révélations d'Edward Snowden, où la NSA, grâce entre autres au Patriot Act, mais à tout un tas d'arsenal législatifs, s'est servi sur les données centralisées. Parce qu'en plus, le pire, c'est que quand tu as tous les comptes Facebook au même endroit, dans la même ferme de serveurs de Facebook, c'est facile de scanner tous les comptes et de récupérer, de faire de la surveillance de masse. Tandis que si les données sont décentralisées, c'est pas la même chose. Bien sûr. Juste la parenthèse pour la France, ça c'est la NSA, mais qu'est-ce qu'on a comme preuve? La loi de programmation militaire qui est passée juste en décembre 2014, donc juste avant les attentats de Charlie Hebdo, c'est bien ça? Voilà. Et juste après les attentats de Charlie Hebdo, ils ont rajouté encore plus à l'arsenal militaire grâce à la loi renseignement de Manuel Valls et Cazeneuve, qui notamment va intimer des boîtes noires, va donner plus de droits, plus d'obligations des hébergeurs de contenu auprès de l'État français, va donner tout un tas de choses. Aujourd'hui, il y a des sites qui sont inaccessibles en France parce qu'ils sont susceptibles d'apologie du terrorisme. Donc voilà, là il y a un droit de censure. Il y a un vrai amputement des libertés qui. C'est ça. Et quand on entend un ancien président dire que lorsqu'on visite un site djihadiste, c'est qu'on est djihadiste. Il y a bien un problème dans la simple compréhension intellectuelle de ce qui se passe. C'est-à-dire, attention, je suis contre l'apologie du terrorisme, mais moi je suis contre l'apologie du terrorisme et j'entends que la justice de mon pays déclare qu'il s'agisse d'une apologie du terrorisme. Je ne veux pas que ce soit une simple personne de l'administration, un policier assermenté, etc., qui le fasse. Là, il faut juste une séparation de l'exécutif et du judiciaire. Moi, je demande juste le respect de notre constitution, tu vois. Il y a une sorte de totalitarisme rampant de tout exécutif. Voilà, dans la tout même pouvoir manière, dans cette. Mais alors, du coup, une fois qu'on a dit ça et qu'on voit les risques de ces grandes structures que nous consommons tous, donc nous sommes tous parties prenantes. Moi aussi.
Voilà, enfin, tout à différentes échelles. Mais moi, je sais que je suis complètement dedans, et même à mon corps défendant. Mais qu'est-ce qu'on a comme alternative? Parce que moi, je veux bien faire un effort. Mais un peu comme pour les véganes et les végés, il y a des gens qui sont d'accord pour dire oui, il faut faire un effort. Arrête avec cet exemple. C'est un bon exemple. Dans la qu'est-ce qu'on théorie, fait? dans la théorie, il faut 3 choses. Logiciel libre, chiffrement et services décentralisés. Alors, expliquons tout ça. On en a parlé. Le chiffrement, c'est quand les données que l'on transmet sont chiffrées. Et donc, eh bien, il faut avoir la clé pour pouvoir les déchiffrer. C'est comme un code secret, tu sais, quand tu remplaces A par 1, B par 2, etc. Voilà, elles sont chiffrées. Et il faut avoir la clé de déchiffrement. Et pourquoi il faut faire ça? Alors, en fait, quand on a ces 3 choses-là et données décentralisées, c'est par exemple utiliser un Facebook où il y a plusieurs endroits où on peut s'inscrire, où tous ces endroits communiquent entre eux, des espèces de nœuds, des pods qui communiquent entre eux, mais où les données sont séparées en plusieurs endroits, comme le réseau social Diaspora, par exemple. D'accord. Voilà. Et quand on utilise ces 3 choses-là, eh bien là, la surveillance devient beaucoup plus complexe, beaucoup plus coûteuse. Et donc, on ne surveillera que lorsque c'est vraiment nécessaire, par exemple sur des décisions judiciaires. Ok, voilà. Mais il y a des gens qui pourraient... Enfin, tu as fini? Pardon, je te coupe, mais... Non, vas-y, je t'en prie. Parce que tu parles du chiffrage, et tu sais bien que l'argument tout trouvé en face, c'est de dire si vous n'avez rien à cacher, ne cachez rien, et que si vous commencez à utiliser du chiffrement, et vous vous rendez compte, les pédophiles vont en profiter, ils vont être cachés dans la masse, et les terroristes, c'est pareil. Enfin, voyons, Madame Michu, si vous ne faites pas un effort, voilà, si vous ne faites pas un effort pour être surveillé proprement, eh ben, vous êtes du côté de ceux qui sont contre les libertés, etc. Vous êtes avec les méchants. En gros, vous êtes tous avec tous contre nous. Alors, c'est quel président des États-Unis? Je me sens que c'est un des pères fondateurs des États-Unis qui a dit Franklin, qui a dit un pays qui troque sa liberté contre sa sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre. Et finit par perdre les deux. Exactement. C'est la fin de la... Merci beaucoup d'avoir fini parce que j'avais oublié la fin, elle est extrêmement importante. On est bien d'accord. C'est la réplique à Dune. Tu vois. Si tu n'as rien à cacher, moi je te propose 2 choses. Tu me files ton code de carte bleue, tu m'invites chez toi, notamment quand tu seras au chiottes, ne t'inquiète pas, j'ai une caméra et ça ne sortira pas des internets. Voilà, ne ferme pas la porte quand tu vas au chiottes. En fait, on a tous besoin de ce qu'on appelle la sphère privée et la vie privée. C'est un droit fondamental qui permet la liberté d'expression, qui permet la liberté de libre pensée, qui permet tout un tas de choses comme ça. Les études sociologiques prouvent que les personnes ayant conscience d'être surveillées changent leur dire et leur comportement sur les réseaux sociaux. Les études prouvent que Google, en modifiant l'ordre de ses résultats, peut faire élire tel ou tel président. Il y a des études scientifiques là. Enfin, voilà, c'est pas moi qui. C'est des choses qui se passent sans qu'on en ait conscience. Exactement. Donc voilà, donc même si toi tu dis non mais moi mon comportement ne changera pas, c'est pas toi qui décide, on est hors de ta conscience. C'est comme la pub, on est tous à se dire la pub n'a pas d'effet sur moi, et malgré tout la pub a un effet général, donc forcément on est dans le groupe général aussi, quoi. Évidemment. Donc voilà, clairement, voilà, et va sur le site riennacacher.fr, tu verras, il y a tout un tas de réponses à cet argument du fameux « je n'ai rien à cacher ». En fait, j'espère pour toi que tu as des choses à cacher, sinon fondamentalement, tu n'as peut-être pas de personnalité, quoi, en fait. Très gentil. Il y a quelque chose de... Non, mais c'est la réalité, quoi, tu vois. Forcément, on a des choses à cacher ou des choses que l'on souhaite réserver à certains groupes et pas à d'autres. Et puis, de toute façon, voilà... à partir de l'instant où on accepte d'être amputé d'une liberté, où est-ce qu'on arrête? Comment on décide qu'on arrête? Soit c'est un principe, on dit qu'on n'accepte pas, soit on accepte, et dans ce cas-là, on ne sait plus comment arrêter. C'est le problème. Il y a un bruit bizarre, il y a un fantôme dans la matrice. Il y a un rire cadavérique qui a été émis autour de nous. C'est très très bizarre ce qui se passe. Je crois que nous sommes observés par la NSA. Et donc, alors, tu as parlé de solutions vachement plus pratiques, parce que nous, Framasoft, c'est justement ça qu'on souhaite proposer, plus d'accès au libre, mais vraiment pour monsieur et madame tout le monde. À l'origine, nous, on ne fait pas de logiciels libres, mais on va essayer de les proposer vers les gens
que ce soit en les traduisant, les adaptant, les rendant plus jolis, etc., ou en faisant des tutoriels. Et notamment, là, on a sorti une campagne qui s'appelle Dégooglisons Internet depuis octobre 2014, où sur 3 ans, on va proposer 30 services alternatifs à ceux de Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, les GAFAM. Donc les gens pourront services... continuer à avoir les services qu'ils veulent avoir en ligne, mais ils sauront que là, c'est fait dans un cadre éthique différent. Exactement, ce sont des services libres, donc basés sur des logiciels libres, éthiques. Vous lisez nos conditions générales d'utilisation et notre charte, nos conditions générales d'utilisation qui sont faciles à lire. Il y a une version courte qui fait moins d'une page web. Voilà. Donc on peut lire avant de signer. Exactement, on peut lire avant de signer. Donc ça c'est éthique, c'est solidaire puisque on est dans du logiciel libre, donc collaboratif, et on est dans du financement par les dons, et c'est décentralisé puisque le but aussi c'est que vous puissiez installer ces logiciels et on vous donne les clés pour ça, pour votre famille, votre syndicat, votre association, votre entreprise si vous le voulez et si vous le pouvez. Donc voilà. Et l'idée, c'est que ce sont des alternatives. Et là, j'insiste sur le mot alternative, c'est pas de la concurrence. Parfois, c'est souvent différent. Parfois, c'est mieux. Parfois, c'est moins bien. Exactement comme une AMAP va être une alternative à des choses comme Monsanto, Carrefour, Leclerc, tu vois, à des industriels. C'est une alternative à la nourriture. Et parfois, dans ton AMAP, tu vas avoir que du chou et du rutabaga, mais tu sais les valeurs qu'il y a derrière, tu sais le soin qui est apporté au produit et à ton corps. Du coup. Au moins, c'est de saison et ça respecte un maximum la chaîne de production et à chaque échelon, les gens sont respectés. Et donc, tu vas sur dégooglisons-internet.org et tu vas trouver plein de framachins. Par exemple, un moteur de recherche qui s'appelle Framabi, qui est une petite abeille qui te butine le web. Et alors là, tiens, chose très intéressante pour te dégoogliser. Pardon, mais Framabi, ça te butine le web? Je trouve non, c'est sympa, j'aime bien. That's what he said. Et donc, notamment, Framabi, c'est un moteur de recherche qui va utiliser Google pour toi. Tu vois. Parce que refaire un moteur de recherche en entier, c'est très compliqué. Il y a des gens qui sont en train de le faire dans le logiciel libre, on les soutient, mais c'est un énorme travail. Réindexer tout le web, en fait. Mais par contre, en attendant, ce que tu peux faire, c'est que tu peux utiliser Framabi, qui va en fait interroger Google pour toi et donc te anonymiser tes requêtes et donc te sortir de la bulle de filtre de Google. Il n'y a plus de profilage. Il n'y a plus de profilage. L'inconvénient, c'est que ça te sort de la bulle de filtre de Google. Si moi je recherche opticien sur Google, il va me filer les opticiens à Toulouse, vu que c'est là que j'habite. Oui. Si je le cherche sur Framabi, il va falloir que je rajoute Toulouse, parce que sinon... la galère, il faut rajouter un mot, mais tu te rends compte un peu de ce que tu demandes aux gens. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que dans tous ces services, ce sera à chaque fois à toi de décider où tu places le curseur entre liberté et confort. C'est vachement plus confortable de ne taper que opticien. Mais en même temps, est-ce que ça vaut le coup, ce confort-là, par rapport aux libertés quand freine Google, tes libertés que piétine Google, en fait. Donc voilà. Il y a Framasphère, qui est un réseau social basé sur Diaspora. Donc, comme je te l'ai expliqué, un réseau social décentralisé. Tu peux t'inscrire sur Framasphère, mais tu peux t'inscrire sur Diaspora Brésil, sur joindiaspora.fr, où tu peux créer ton propre diaspora. Le parti Nouvelle Donne l'a fait pour ses adhérents, en France, par exemple. Tu vois ? Et tous ces pods, tous ces nœuds communiquent ensemble. Donc, c'est comme un énorme Facebook avec tout ce monde-là. Mais si un jour quelqu'un exige les clés de Framasphère et que toi tu es sur celui de Nouvelle Donne, tes données seront protégées, mais pas les miennes puisque moi je suis sur Framasphère. Tu vois. Donc ça permet de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier, la décentralisation. Et donc et ça c'est un truc qui était intéressant quand on a préparé l'émission, c'était le concept que ces produits-là, en étant produits, je ne sais pas si le mot est, en tout cas ces services qui sont proposés. Ils apportent plus de liberté, ils permettent d'échapper au profilage et compagnie, et en plus, ils apportent de la sécurité. Tout à fait. Ce qui paraît a priori antinomique, on nous vend toujours l'idée que, bah oui, mais monsieur l'âme, pour avoir de la sécurité, il faut renoncer un peu à vos libertés, ce qui enfreint le principe de Franklin dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Et justement, ce qui est frappant là, c'est que on voit qu'on peut faire les deux. On peut avoir un système qui, par la liberté qu'il procure, justement, va renforcer la sécurité des uns et des autres. Et cette sécurité, elle est double. Elle est à la fois pratique, c'est-à-dire parce que comme le logiciel est auditable, dès qu'il y a une faille, elle peut être dénoncée, enfin montrée, attention, erreur ici, et elle peut être patchée, réparée.
Et en plus, il y a un modèle derrière qui n'est pas le modèle de la vente de tes données. Ce que font aujourd'hui tous les GAFAM. Hein. C'est pas pour rien que Microsoft aujourd'hui offre les mises à jour vers Windows 10 alors qu'avant on les payait. C'est parce qu'aujourd'hui, le modèle de Windows 10, c'est pas de te faire payer le logiciel, c'est de te pomper un maximum de données sur ton utilisation d'ordinateur afin que Microsoft te revende aux publicitaires. Voilà. Donc voilà. Et par exemple, du coup, c'est pour ça que WeTransfer, qui souhaite comprendre tes données et ton comportement, ne propose pas le chiffrement de ce que tu mets sur WeTransfer. Tandis que si tu utilises l'alternative qu'on propose, Framadrop, qui est basée sur le logiciel Loofy, eh bien, Framadrop chiffre ce que tu vas mettre sur nos serveurs. C'est-à-dire que, et ça se fait, alors, rien à faire, c'est ton navigateur qui le fait automatiquement. D'accord ? Toi, quand tu mets ton fichier tu le glisses déposer là, pour l'envoyer sur nos serveurs et avoir un lien à filer à quelqu'un pour qu'il le télécharge, ton navigateur le chiffre, tu envoies le lien, dans le lien il y a la clé, donc la personne qui reçoit le lien avec la clé, son navigateur le déchiffre automatiquement et le télécharge. Nous, on ne peut pas savoir ce que tu as mis sur nos serveurs tant que tu ne nous files pas la clé. D'accord, mais il n'y a que toi qui l'as, nous on l'a pas. Par exemple, un service comme Dropbox, eux, ils savent ce qui est chargé. Donc ils peuvent profiler qui je suis. Et moi, typiquement, moi je faisais du piratage, c'est-à-dire que je mettais ma bibliothèque de livres piratés. Je faisais partie du forum de la team Alexandrie, j'adorais ce forum. Je ne faisais pas partie de la team, mais voilà, j'étais un utilisateur. Et ils avaient donné les méthodes pour partager sa bibliothèque de livres numériques. Et notamment, tu utilisais le dossier public de ta Dropbox. Et j'ai reçu des annonces de Dropbox me disant attention, vous enfreignez le Digital Millennium Copyright Act. Parce qu'ils voyaient ce que j'avais dans mon dossier et donc vous virez ça ou on vous ferme votre compte Dropbox. Et il faut savoir d'ailleurs, une petite anecdote, Dropbox jusqu'à janvier dernier, tous les fichiers étaient hébergés sur les serveurs d'Amazon. Amazon Web Service. Donc en fait, c'était en plus de Dropbox, tu avais Amazon qui savait ce que tu avais. Objectivement, parce que là c'est quand même, c'est extrêmement frappant et on est quasiment au port de la SF et de grandes œuvres comme 1984. On est dans un cas où le meilleur des mondes. Où tu as tes données à toi que tu as rangées dans un folder qui est Dropbox sur ton PC. Et d'un seul coup, tu reçois un courrier comme quoi on te dit ce que vous possédez dans votre bibliothèque, ce n'est pas convenable. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Fahrenheit 51 et compagnie. Mais c'est gravissime. Il y a des personnes qui, en traversant une frontière, parce qu'ils voyageaient avec leur Kindle, donc rempli de livres numériques Amazon, se sont vus tout un tas de fichiers effacés parce que dans ce pays-là, ils n'avaient pas les droits sur ces livres numériques qu'ils avaient achetés. Amazon n'ayant pas les droits de diffusion de ces livres dans ces pays-là, eh bien, ils ont été effacés de leurs objets. C'est absolument ubuesque comme situation. C'est-à-dire que j'achète une œuvre dans un pays. C'est terrible parce que on a quand même des régimes autoritaires non démocratiques autour du monde. Si un jour je vais avec la Déclaration universelle des droits de l'homme dans mon Kindle et que je me déplace dans un pays où ce texte n'est pas autorisé, les GAFAM seront sommés par cet État de détruire le document sur mon support et ils le feront. Oui, mais ne t'inquiète pas, tu pourras le retrouver en sortant de la frontière. C'est ça. Tu n'as pas acheté le livre, tu as acheté une licence d'utilisation. Ça n'a l'air de rien, mais je trouve que c'est absolument scandaleux. Mais c'est parfaitement scandaleux. Et parce que ces données ne t'appartiennent pas. Or, moi, aujourd'hui, alors nous, comme alternative, par exemple, à Dropbox, etc., pour stocker ces fichiers, on utilise le logiciel OnCloud sur Framadrive. Alors, n'essayez même pas d'avoir un compte Framadrive. On en a fait 5000 de 2 gigas, on n'en peut plus, mais il y a plein d'autres associations et entreprises qui le font. Indie Hoster, la Merzaklis, l'autre.net, il y en a plein. Oui, parce que cette soirée n'est pas une soirée de publicité pour Framasoft. On est bien d'accord. Voilà. Voilà. Et de toute façon, nous, on ne veut pas dégoogliser Internet pour Framasoftiser, ce serait nul et contre-productif. T'as pas envie d'être milliardaire, toi ? Mais Macron a dit que tout le monde devait vouloir l'être, mais la loi. Non seulement on ne peut pas, parce que le budget annuel de Framasoft, c'est 2,27 secondes du chiffre d'affaires annuel de Google. Donc voilà, toutes les 2,27 secondes, Google a les moyens d'un Framasoft annuellement. Voilà, juste pour donner un truc. Et en plus, on ne veut pas. Lors de la dernière AG de Framasoft, il a été acté que l'association avait grossi ces derniers temps à la hauteur de ce que demandaient les projets qu'elle défend et qu'elle ne souhaitait pas grossir plus cette année. Tout de suite de la grossophobie, bravo.
Non, c'est surtout de la croissance modérée volontairement. D'accord. Voilà, tu vois, Durable. c'est une volonté parce que Framasoft, on veut rester aussi une bande de potes. Hein. À l'origine, c'est vraiment ça. On est une petite asso. Mhm. Il y a quelque chose de très 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 humain et chaleureux dedans, et que on pense que le meilleur moyen, c'est de ne pas créer un nouveau géant, mais plutôt d'essaimer. On est en train de monter un collectif d'hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Alors, on l'initie. Après, c'est le collectif qui prendra ses décisions. Hein, je ne sais pas si tu as entendu ce que je viens de dire. Collectif d'hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Oui, c'est la prophétie des chatons. Ce sont les chatons. Voilà. Ça s'appellera les chatons. Voilà, parce qu'on pense que les chatons vont sauver Internet, forcément. C'est la prophétie des chatons, c'est une blague. Voilà. Mais du coup, vu l'heure qu'il est, je pense qu'il faut qu'on conclue. Et donc, typiquement, les gens qui se disent « Ok, c'est super, youpi, je suis convaincu, Pouillou, président. Qu'est-ce que je fais, moi, à mon échelle Quelles sont les 3 choses que les gens peuvent essayer pour faire que les choses changent ?» 3 choses. Sur ton ordinateur, les logiciels qui sont installés sur ton ordinateur, tu regardes s'il n'y a pas des alternatives libres qui existent à ces logiciels et si au final tu ne pourrais pas les utiliser. LibreOffice pour toute la suite Microsoft Office, Firefox pour tout ce qui est navigation Internet, Firefox ou Chromium aussi, ça existe aussi, Chromium, Iceweasel, qui est la base libre de Chrome. De Google Chrome. VLC pour tout ce qui est lecture de fichiers audio et vidéo. GIMP pour tout ce qui est retouche d'image numérique et Inkscape pour tout ce qui est Adobe Illustrator, on va dire. Voilà, il y en a plein. Voilà, tu peux même aller sur framastart.org, il y a une sélection de 50 logiciels. Ou si tu veux les installer sur Windows, on a un installateur automatique, ça s'appelle framapack.org. Voilà, on t'aide. Il n'y a pas de souci, on t'aide pour que tu fasses ça. Première chose, vérifie les logiciels libres. Deuxième chose, prends conscience de tout ce qui se passe sur tes utilisations Internet et modifie ton comportement en fonction. Gmail et Outlook.com et tous les emails en ligne, ce ne sont pas des lettres, ce sont des cartes postales. Toute la chaîne de distribution du message d'une personne à une autre peut voir ce que tu écris. C'est même écrit dans les conditions générales d'utilisation que Gmail scanne tes emails pour des raisons de pub. C'est écrit. C'est écrit. Voilà. Bon, très bien. Donc, voilà. Donc change ton comportement en fonction. Même ceux qui n'ont rien à cacher, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer dans l'histoire de notre pays qui est magnifique, mais qui peut avoir des hauts et des bas et on ne sait pas où ça va. Prenons l'habitude et ayons dans notre culture de faire attention à ce qu'on fait. C'est ça. Exactement. Typiquement, j'étais à Nuit debout à Paris le week-end dernier et j'ai pris la parole justement pour défendre le logiciel libre. Et une astuce que je leur ai donnée, c'est surtout quand vous organisez des trucs, ne vous contactez pas par Twitter, par Gmail, par SMS. Contactez-vous avec l'application Signal. Qui est recommandé par l'EFF, l'Electronic Frontier Foundation. Donc ça, c'est une valeur sûre dans le logiciel libre. Et Signal qui va chiffrer vos SMS entre 2 utilisateurs de Signal. Voilà. Bon. Donc là, ce sera quand même vachement plus sécurisé pour vous organiser sur vos actions. Ok, voilà. Bon. Après, pour vous annoncer ce que vous allez faire, retrouvez-nous ici et faire votre pub, allez-y, utilisez Twitter, Facebook si vous voulez. Pas de souci. Autant que ça serve un peu. Hein. Voilà. Donc ça, c'est ça. Essayez des alternatives à ces logiciels. Voilà, là encore une fois, dégooglisons-internet.org, il y a une liste des alternatives. Donc nous, les alternatives qu'on propose déjà, mais il y a aussi d'autres personnes qui proposent d'autres alternatives. Et il y a un onglet sur ce site, liste des alternatives, qui est là pour ça, pour vous aider à découvrir des alternatives. D'accord. Et enfin, si vous avez l'occasion autour de vous et si vous avez des besoins de sécuriser des communications, des échanges, des choses comme ça, intéressez-vous aux chiffres au fait autour de vous, voilà. Aux chiffres au fait. C'est des fêtes de chiffrement et on va te dire voilà quels sont tes besoins. Moi je te conseille d'utiliser telle chose, d'utiliser telle petite application en plus de ton email pour chiffrer tes emails avec les personnes avec qui tu veux les chiffrer pour que ce soit sécurisé, etc. D'accord. Bonjour, c'est la fête des chiffres, c'est fou. D'accord. Exact, du chiffrement. Et notamment vous avez même aussi maintenant la possibilité d'héberger vos propres données. Je te disais, moi, j'ai pas de compte Framadrive pour remplacer ma Dropbox. J'ai quelque chose chez moi, une brique Internet. Voilà, donc labriqueinter.net.
Ça marche aussi avec des Cozy Cloud. Et c'est des choses qui deviennent de plus en plus simples. C'est pas encore totalement accessible pour ma maman, mais c'est pas loin. Hein. C'est vraiment pas loin. Mais en tout cas, c'est accessible pour moi qui n'y connais rien. De brancher une petite boîte à la prise électrique et à ma box. À l'intérieur, tu as un micro-ordinateur de type Raspberry Pi, tu vois. Et d'avoir mon email chez moi, d'avoir mes données chez moi, d'avoir des wikis, d'avoir des sites web si je veux. Voilà, d'héberger moi-même mes données depuis ma box. Et donc ça permet de décentraliser et donc de sécuriser un maximum de choses. Donc nous, les ce qu'on propose avec des Google Internet, c'est plutôt de commencer à utiliser ces logiciels-là, et puis après, comme ça, tu peux les installer chez toi. Donc les 3 grandes choses à faire, un maximum de logiciels libres. Donc les alternatives qui existent déjà, qui vont prendre de la valeur, plus vous allez les utiliser, plus il y aura de gens pour les développer et faire qu'ils rendent des services que pour l'instant ils ont du mal à faire parce que c'est compliqué. Un maximum de chiffrement pour votre sécurité à vous et pour faire en sorte que vous ne soyez plus une ressource ou un cheptel, un produit des machins, et utiliser des services, mettre en place... Décentraliser vos données. Voilà, héberger vos données vous-même, ou en tout cas utiliser des services pour décentraliser. Et ça pourra contrer un peu cette hégémonie qui existe pour l'instant, et qui, si en soi, a priori, c'est pas un mal, on ne sait pas où ça peut aller. C'est les conséquences potentielles. Tout simplement, c'est prendre conscience que lorsque l'on confie ces données, on fait confiance à quelqu'un. Est-ce que vous faites confiance à une personne qui ne vous considère pas, à une entreprise, pardon, qui ne vous considère pas comme un client, mais comme un produit et un travailleur esclave? Ou est-ce qu'à un moment donné, vous n'allez pas vous tourner vers d'autres types de confiance, notamment des confiances collaboratives, comme des entreprises du logiciel libre, des associations, etc. Donc, ayez confiance dans la liberté, mesdames et messieurs. Tout simplement. Vlad, as-tu un mot, des remarques qui étaient sur le chat? Est-ce que là, on va conclure? Le chat a fermé, et en fait, dans la mesure où c'était extrêmement difficile de suivre l'émission, les gens n'ont pas beaucoup réagi, et ils ont tous dit qu'ils reverraient l'émission en replay. Voilà, donc le chat a eu sa vie à part, c'est ça. Et nous, on a discuté. Mais on a beaucoup parlé de libre quand même, et notamment de la position de l'artiste dans une société, et comment un artiste peut vivre sa vie sans les droits d'auteur. D'accord. Donc, Mais il y en a plein qui le font. Justement, c'est une très très bonne question, mais je pense qu'il faut aller se la poser, et aller la poser aux artistes qui le font, parce qu'il y en a plein. Gwen Simmel, Ninja Muncy, Thierry Crouzet, Plume, voilà, je peux en citer plein. Il faut juste aller voir, et ces gens-là en général tiennent des blogs et expliquent comment ils font. D'accord, on essaiera de mettre des liens de pas mal de choses. Tu lui donneras des infos pour mettre des liens pour que les gens aillent voir. Le livre Information Doesn't Want to Be Free de Cory Doctorow est excellent là-dessus. D'accord. Eh bien, écoute, on va s'arrêter là pour ce soir. On vous donne rendez-vous dans 15 jours où on aura comme invité encore un autre vidéaste, puisque ce sera Monsieur Montezuma de la chaîne Linguistiquée. Oh, j'adore. Ah oui, il est bon. On parlera du langage humain et des langues humaines, et on verra que c'est un phénomène darwinien. Et donc, c'est passionnant de voir que c'est un phénomène naturel où personne n'a décidé que ça, c'était un stylo, mais que ça s'est fait tout seul. Je vais sûrement embêter les gens en parlant de musique et de langage, du coup, pendant le live. Désolé. Ça va être fort intéressant, dans un registre très différent. Donc ça, c'est dans 15 jours. Donc, d'ici là, pensez à, si vous voulez nous aider sur le Ulule pour le documentaire, c'est maintenant, parce que c'est vrai qu'on aimerait bien être en mesure de faire quelque chose de propre avec du matériel et d'aller voir des gens intéressants. Donc il faut qu'on se déplace. D'autant que, sans en dire plus, il y a de fortes chances qu'on ait accès à des moyens qu'on ne pensait pas avoir. Voilà. Donc n'hésitez pas. Ça va vraiment être très très cool. On aura peut-être des gens qu'on va interviewer qui ne sont pas des francophones, vous voyez, donc des gens qui sont pas accessibles a priori et qu'on a contacté quand même. Donc peut-être qu'on les aura dans le documentaire et ça sera intéressant. Même si les francophones sont largement au niveau. Hein. Surtout sur ces questions-là. Voilà, le grand expert du domaine, notamment, il est chez nous. Quoi. Voilà, on a des gens de très grande qualité. Donc, on va travailler là-dessus. Donc, dans 15 jours, on revient avec ça. Dans l'intervalle, on continue à travailler sur pas mal de questions. On revient avec le replay dès qu'on peut. Là, on a pris un peu de retard parce qu'on fait des choses à côté, mais on pense à vous parce que le replay, c'est important aussi, notamment quand le live a eu des ratés comme ce soir, donc on s'excuse, c'est à cause du réseau internet du campus de Nancy. Tôt ou tard, ils auront honte de nous foutre dans la merde comme ça, ils font quelque chose. Pour ça, il faut leur envoyer des caca par la poste. Voilà. Nous n'avons pas le choix et nous avons des besoins limités aussi. Mais c'est ça, mais le problème, c'est qu'à un moment donné, peut-être faire un Ulule aussi. Il faut prendre la mesure de est-ce qu'on veut avoir un organe de presse, entre guillemets, d'expression. C'est pas très compliqué, a priori. Il y a peut-être même des offres libres qui peuvent se faire. Donc, on vous dit bonne soirée, restez sceptiques et on vous donne rendez-vous très bientôt. Bye bye. Bisous. Au plaisir.
Ah, avec sa merde à la fin. You. La tronche en live, l'émission de l'esprit critique en direct sur Radio Campus Lorraine, avec Vlad Tapas et Assermandax.